Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Le grand soir, première édition de cette semaine. Nous sommes le lundi 10 mars 2025. Quelques journaux ont évoqué le sujet avec un ton pratiquement jubilatoire. Il est désormais possible d'avoir sa carte nationale d'identité en 48 heures dans notre pays. Quelques journaux ont indiqué que c'est du rêve à la réalité et que le Cameroun avait franchi un grand pas, même s'il y a des regards assez pessimistes au regard justement de cette nouvelle technologie. On dirait un mot là-dessus en ouverture de ce programme qui s'arrêtera sur le déplacement de monsieur le secrétaire général de la présidence de la République, le ministre d'État Ferdinand Gongo. C'était dans la Lequier ce week-end. Désormais, homme de terrain après un séjour assez tumultueux quand même dans l'extrême nord, mais on observe depuis un certain temps les descentes régulières du SGPR sur le terrain. Quelle est la forme que prend désormais cette gouvernance? Pourquoi cette récurrence du secrétaire général de la présidence de la République sur les activités de terrain? Est-ce qu'il y a rupture de confiance entre d'autres acteurs et le chef de l'État? Ce sera le gros plan de cette édition de Le Grand Soir sur votre chaîne de télévision. Quelques invités sont déjà installés. On accueille avec beaucoup de bonheur Amadou Aminou. Il est le président national de l'ANPC. C'est un parti politique existant au Cameroun, membre du G20 il y a de cela quelques années. Cet ensemble de partis politiques qui avait soutenu la candidature de Paul Biya, président national du RDPC, à la dernière élection présidentielle. Monsieur le Président, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques. Bonsoir à votre grand PDG, comme moi je l'appelle, grand DP. Ah d'accord. Voilà, bonsoir aussi au chef de l'État. Comme il est au village, il se repose, comme il a eu le deuil de sa belle-sœur là. Et je dis bonsoir aussi à la première dame qui vient de finir aussi la fête. Et je dis bonsoir à tous les grands musulmans, que nous sommes dans la période de carême, et même les chrétiens, qui sont des bons chrétiens et des bons musulmans. Donc je les dis bonsoir à tout le monde. Allez, comment se porte l'ANPC? En fait, monsieur Jean-Jacques, l'ANPC se porte très bien. Vous savez que l'ANPC est là quand le chef de l'État dit qu'il veut faire une action. L'ANPC est là pour l'accompagner. Ce n'est pas finalement un parti du chef de l'État? Non. Vous ne menez pas vos propres activités? Monsieur Jean-Jacques, regardez le Premier ministre en France. C'est qui? C'est un président d'un parti politique. Non, il a ses alliés. Et avant que l'ANPC, avant que j'ai créé l'ANPC depuis 2008, il y a nos aînés, nos parents, qui étaient là aussi dans les majorités présidentielles. Donc pourquoi pas nous, si aujourd'hui aussi on est là, on copie les autres, on accompagne les chefs de l'État. Donc l'ANPC, pour lui, le vrai mouvement, c'est en 2026. Parce que les élections de 2026, si Dieu nous donne la longue vie, on va arriver, beaucoup de gens vont comprendre que il y a les élections qui vont chauffer en 2026. Parce que même si c'est l'enfant de 25 ans, de 22 ans, s'il dit qu'il veut être candidat, que ce soit sénateur, que ce soit conseiller régional, que ce soit député ou maire, l'ANPC est prêt à lui donner la main. L'ANPC n'est pas un parti que j'ai loué ou j'ai acheté. Je suis le fondateur de l'ANPC. Vous êtes le propriétaire aussi? Je suis le propriétaire parce que je suis le fondateur. C'est pour vous? Oui, c'est pour moi. Donc, pour l'instant, tout le monde... Mais, monsieur Jean-Jacques, vous-même, vous voyez, si d'autres... Si un président maire, sa femme bouscule pour récupérer le parti ou bien son fils, non? Donc, je suis le fondateur. Donc, les jours que je ne vis pas, si moi-même je ne donne pas à quelqu'un maintenant, là, mon fils va dire que bon, moi, je prends c'est alors le la parti démocratie comme ça, président. Mais c'est comme ça que ça se passe partout, non? Donc, pourquoi moi, je dois violer les autres? Si les autres ont décidé de faire comme ça, nous aussi, on les suit. Donc, l'ANPC, qui veut dire Alliance Alliance nationale pour le progrès du Cameroun, espoir de la jeunesse. Pour le progrès du Cameroun. Ça veut dire que si on enlève Paul Biya et le RDPC, l'ANPC disparaît aussi? Non, moi, l'ANPC, je soutiens le président Biya. Je ne suis pas de côté du RDPC. Je lui soutiens en tant que biaïste, en tant que président de la République, en tant que M. Paul Biya. Donc, c'est pour cela que moi, je le soutiens. Vous le soutenez toujours? Vous étiez au G20, on a récompensé que 2. Bon. On ne vous a pas découragé? Non. Moi, ce qui m'encourage même plus, parce qu'on a perdu 5 personnes, donc il y a les orphelins qui sont là. Si les autres là n'arrivent même pas aussi à encadrer les orphelins là, l'ANPC est là pour les accompagner. Vous savez que moi, je suis en train de former les jeunes là. Il y a l'autre qui a 28 ans, l'autre qui a 25 ans, donc ils sont encore jeunes. Bientôt, nous, on va partir en retraite. Donc on doit les former pour qu'ils accompagnent le président si le président est encore candidat. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous accueillons Farel Latiba, lui il est journaliste. Ce n'est pas la première fois qu'il est de cette famille de la causerie de tous les soirs, le grand soir. Farel, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Jean-Jacques Zé.
Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à tous les co-discutants de ce soir. On va être à la hauteur des attentes des téléspectateurs. D'accord, on vous a beaucoup vu ces derniers temps aux côtés de l'artiste Chimène Ngoli. Qu'est-ce qui lui est arrivé? En un ou deux mots, parce qu'on la recevra sur notre plateau elle-même. Bon, merci pour l'occasion que vous me donnez de parler brièvement de cette affaire. Chimène Ngoli est arrivée au Cameroun. Elle se plaignait de ce qu'elle aurait été spoliée par son mari et sa belle famille. Tout est parti après le mariage en 2022, lorsqu'il fallait se déplacer avec son mari pour la France. Elle a constaté, une fois arrivée sur le territoire français, que ses cartes bancaires, ses comptes bancaires étaient vidés. Elle a tout de suite commencé à accuser son mari. Il a reconnu le tort et avait pris justement l'engagement de lui restituer les sommes indûment retirées dans son compte bancaire. En 2023, il se trouve que son mari n'a rien fait. On lui a fait comprendre qu'il fallait qu'elle revienne au Cameroun pour un arrangement à l'amiable et évidemment pour le retrait des sommes versées par son mari. Elle se rend compte qu'il n'en est rien, que c'était plutôt, dit-elle, dans le but de l'assassiner. Donc un plan aurait été concocté pour l'assassiner, raison pour laquelle elle a décidé de monter au créneau pour alerter les autorités, à prendre à témoin l'opinion publique nationale et internationale. Et aujourd'hui, ce qu'elle revendique, c'est le rapatriement de son mari. D'accord. Vous nous permettrez de la recevoir. Bien évidemment, il n'y a pas de souci. D'ici là, pour qu'elle nous partage justement cette terrible histoire. Maître Jean Gizogo, Monsieur le Président général de l'Union des populations africaines, bon retour sur le plateau. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir aux co-discutants. Mes amitiés aux millions de téléspectateurs d'Info TV et d'internautes et toute ma sympathie aux promoteurs de la chaîne. Merci de nous retrouver, tout comme Patrick Assiga. Lui, il est analyste sociopolitique, bien connu également dans cette grande famille de Le Grand Soir. Bonsoir Patrick, bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tout le panel, bonsoir à nos millions de téléspectateurs, bonsoir au top management, bonsoir à tous ceux qui nous font l'honneur de nous écouter. Alors très rapidement, on va parler de la carte nationale d'identité, la nouvelle formule qui s'obtient désormais en 48 heures, je n'ai pas encore vérifié, mais les témoignages qui sont diffusés sur ceux qui ont quand même réalisé des reportages disent que c'est désormais possible. Un journal a titré ce matin que c'est du rêve à la réalité, on le voit bien avec le Confidentiel, qui a un ton un peu jubilatoire, dès qu'on est parti du rêve finalement à cette réalité-là. Désormais, la CNI en 48 heures. Nous sommes au Cameroun, Monsieur le Président. C'est une bonne nouvelle. Oui, Monsieur Jean-Jacques, c'est une très bonne nouvelle. Si les gens ne se renseignent pas, ils peuvent parler ce qu'ils veulent. Moi, j'ai eu la chance, j'ai discuté avec Monsieur le délégué général de la Sécurité nationale pour les problèmes de la carte là. Et vous avez vu les problèmes de passeport, les gens se plaignaient. Quand il a décidé, le chef de l'État a dit que bon, on va trouver la solution, ça a été déjà trouvé. Et même la carte d'identité là. Je pense que cette carte là, dans le monde entier, il n'y a qu'un seul pays qui a les mêmes formules de carte qu'on a. Beaucoup de gens aujourd'hui sont en train d'aller. Avant-hier, à la chaîne CRTV sans publicité, j'ai vu beaucoup de gens qu'on a interviewés qui faisaient les témoignages. Donc, ce n'est pas tous les jours que au Cameroun, les gens regardent toujours c'est noir, toujours c'est bleu, toujours. Non, il y a de bonnes choses quand même. Cette fois-ci, c'est blanc. Oui, moi, cette fois-ci, je crois à ça. Et d'abord même, je crois. Moi, si je veux quelque chose, je n'envoie même pas quelqu'un, M. Jean-Jacques, ou bien je demande là. Vous n'avez pas de problème de carte? Non. Vous avez l'ancienne formule? Moi, quand je fais ma carte, toujours ça sort. Quand je fais toujours, et je fais au commissariat 8e, moi, c'est là-bas que je fais mes cartes. Peut-être parce que vous êtes du G20. Non, ce n'est pas question pour ça. Il y a les avantages. Ce n'est pas pour ça. M. Jean-Jacques, moi, je ne suis pas les 14 là. Hein? Je vais fermer 50 ans. Je ne suis pas footballeur pour couper mon âge. Je ne suis pas fonctionnaire pour couper mon âge. Donc, pourquoi je devais avoir les problèmes? Donc, si quelqu'un a des problèmes de la carte, même il sait pourquoi on appelle ça DI. Bon, moi, je n'ai pas de problème de DI. Quand je fais ma carte, je m'en vais les jours qu'on me dit que c'est prêt, je m'en vais, je retire ma carte. Vous voulez chanter pour qui? Pour Paul Biya ou bien pour Martin Barangele? Les deux. Je chante pour les deux. Parce qu'ils ont réussi un exploit. Oui, ça c'est une victoire. Et vous savez qu'on est dans une campagne électorale. Donc les gens n'aiment pas toujours quand on dit la vérité. Ils disent que non, parce qu'ils ont mangé, parce qu'ils ont déchargé. Souvent je dis aux gens que si vous avez vu là où le président Amino a déchargé là,
Mettez ça dans les réseaux sociaux. Moi, si je suis avec vous, je suis avec vous. Si je ne suis pas avec vous, je ne suis pas avec vous. Donc, il y a toutes les raisons de jubiler. Voilà. Parce qu'il est désormais possible d'avoir sa CNI en 48 heures au Cameroun. Faré la Teba. Pourquoi vous secouez la tête? Vous ne voulez pas jubiler? Vous ne voulez pas chanter Martin Barangele, le père de la police? Non, en réalité, c'est le copanéliste qui me fait marrer. En réalité, même si on peut se vanter de ce grand soulagement, n'est-ce pas, pour des millions de Camerounais qui ont passé plus de 10 ans pour avoir cette pièce d'identité du fait de longs délais sous l'ancien système. Il y a également que on a vu, n'est-ce pas, à travers les reportages réalisés par les télévisions de la place, des témoignages qui font état de ce que des personnes rencontrent des difficultés dans les opérations de pré-enrôlement. Voilà. C'est-à-dire que pour se faire enregistrer en ligne, ce n'est pas du tout évident du fait du mauvais réseau et également que ça prend du temps. C'est-à-dire que vous, pour recevoir le PDF, ça vous prend du temps. Alors, si aujourd'hui on se vante de ce que pour avoir reçu sa carte nationale d'identité, nous devons chanter les louanges au président national de tel ou tel parti, je pense qu'il y a un véritable problème. Ce que les autorités doivent faire, c'est de mettre les cartes nationales d'identité à la disposition des citoyens. Même si aujourd'hui on regrette que le tout a peut-être a été revu à la hausse, parce qu'on n'a pas tenu compte du pouvoir d'achat des Camerounais. C'est 10 000 francs. Oui, 10 000 francs, oui. Jean-Jacques Zeu, lui, je ne sais pas si Jean-Jacques Zeu, en 24 heures ou en une semaine, peut présenter 10 000 francs CFA. Alors, imaginez les Camerounais qui n'arrivent pas à se nourrir. Avec 2800 francs, il n'a pas été évident pour certains d'avoir la carte d'identité. Est-ce que le fait de payer 10 000 francs CFA permettrait à ce que chaque Camerounais ait la carte nationale d'identité? Là, il y a un problème. Et également, le président du parti politique allié au RDPC sur le plateau, n'est-ce pas, disait que cela doit être mis à l'actif du président national du RDPC qui permet aux Camerounais d'avoir la carte nationale d'identité en 24 heures, j'ai envie de dire, en 48 heures, pardon. J'ai envie de lui dire qu'écoutez, monsieur, vous êtes un président de parti politique, vous devez, n'est-ce pas, porter les désidérata, les attentes du peuple, n'est-ce pas, vers qui de droit. Vous êtes peut-être la voix la plus autorisée, je suppose, vous venez du septentrion, pardon. Combien de vos frères du septentrion sont capables de sortir 10 000 francs CFA pour se faire établir une carte nationale d'identité? Combien de nos frères de l'Est? Combien de nos frères de l'Est, d'Omban, d'Abomban et de Dibako et autres dans les tréfonds de la région de l'Est et même dans la région du centre sont capables de sortir 10 000 francs CFA pour avoir la carte nationale d'identité? Je pense que Jean-Jacques Zé, autant nous devons appeler les Camerounais à se faire enregistrer parce qu'il est important pour chaque Camerounais se faire identifier. Chacun doit avoir sa carte nationale d'identité. Autant nous appelons les pouvoirs publics à alléger la tâche aux populations. Imaginez la maman qui est dans votre village. Elle fera comment pour se faire enregistrer? Il va falloir qu'elle se déplace pour aller vers l'arrondissement où on a par exemple le réseau internet ou alors là où le réseau passe facilement pour se faire enregistrer. Est-ce que ce sera évident pour elle? Étant donné que les voies d'accès, n'est-ce pas, causent également problème dans notre pays. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. On a vu tout un ministre écumer, n'est-ce pas, les artères de la ville, les coins et les recoins de la République pour, n'est-ce pas, superviser les travaux routiers dans notre pays. Mais est-ce que nos mamans, ceux qui sont dans l'arrière-pays, sont en mesure, n'est-ce pas, de sortir 10 000 francs CFA pour la carte Voilà la véritable interrogation. Oui, maître, est-ce qu'il y a toutes les raisons de jubiler lorsqu'on annonce et qu'on observe que désormais on peut avoir sa CNI en 48 heures? C'est dans une néocolonie qu'on jubile parce qu'une carte nationale d'identité est mise à disposition des citoyens. Et ça, c'est la fête de me carquer. Non, écoutez, c'est ça, en fait, c'est le règne de la médiocrité. C'est-à-dire que par rapport aux ressources dont dispose le pays, il devrait normalement être possible que tout le monde ait accès à la carte nationale d'identité sans même qu'il ait besoin de payer par rapport aux ressources dont dispose le pays. Et puis au bout de 42 ans, les gens réussissent à vous faire un tour de passe-passe pour que certains, parce que là ce n'est pas l'apanage de tous les Camerounais, pour que certains aient accès à la carte nationale d'identité au bout de 48 heures en déboursant 10 000 francs CFA, à peu près le tiers du SMIC au Cameroun. Sauf que il y a un ensemble de petits détails qu'il est important de soulever ici, c'est que premièrement ça ne fait pas 48 heures. Ce n'est pas vrai.
Entre le moment où vous entrez dans le système, pour vous faire enregistrer, et le jour où on vous délivre la CNI, ça fait pas 48 heures. Première chose. Deuxième chose. Vous l'avez fait, vous avez essayé? Non, moi je n'ai pas de souci-là, j'ai ma carte nationale d'identité. Mais comment vous tenez ces éléments? Parce que justement, nous allons sur le terrain. Nous allons sur le terrain, on a des militants qui se font enregistrer et on regarde le moment où ils se font enregistrer et puis quand ils vont retirer leur CNI. C'est très facile de parler, de faire des... Ils ont quand même retiré la CNI? Ils ont retiré, mais ça faisait à peu près 72 heures pour les plus chanceux. Maintenant, il y a un problème. Les centres d'enrôlement couvrent-ils l'ensemble du territoire national? Parce qu'il n'y a pas de Camerounais à part. Tous les Camerounais sont des Camerounais à part entière. Troisième problème, l'accès au réseau ne couvre pas l'ensemble du territoire national. Il y a des compatriotes qui n'ont pas accès au réseau. On sait personnellement que dès que les pluies commencent, là, il y en a qui ne pourront même plus accéder à la civilisation tout court. Mais il y a un autre problème, c'est le coût. Parce que 10 000 francs CFA, je sais qu'il y a un ministre de la République qui nous a dit qu'il était possible de vivre à Yaoundé avec 36 000 francs CFA. Je ne sais pas si ses collaborateurs avaient mené une étude très approfondie pour pouvoir dire une chose pareille. Mais nous sommes à Yaoundé depuis que nous sommes venus au monde et ce n'est même pas possible avec 100 000 francs. C'est pour ça que la plupart des fonctionnaires sont des voleurs. Et ceux qui ne sont pas fonctionnaires font comment? Là, c'est encore pire. Le rapinage est devenu... Mais ils ne sont pas morts. Bon, vous savez, ce n'est pas parce que les gens ne sont pas morts que ça veut dire qu'ils sont vraiment vivants. Ils survivent. Maintenant, il y a un problème qui, moi, me dérange, c'est cette manie que les gens ont à vouloir célébrer quelque chose qui devrait faire partie de la banalité. C'est-à-dire accéder à la CNI, c'est banal. Accéder à l'acte de naissance, c'est banal. Je rappelle que notre système d'état civil est l'un des plus insécures qui soit. Il est tout à fait possible au Cameroun d'avoir 10 actes de naissance. Je sais de quoi je parle. D'ailleurs, lorsqu'on commençait à faire les audiences foraines spéciales en 2011, il y a des gens qui n'étaient pas camerounais, des visus, qui sont devenus camerounais par le simple fait qu'on arrive, on vous entend, on fait des procès verbaux, on transmet au tribunal. Vous avez un jugement supplétif d'acte de naissance. Vous voilà camerounais. Donc, le système d'état civil relève de la banalité. Parce que la banalité. Le droit à la nationalité doit être automatique. Il y a un problème, c'est que nous sommes dans un pays où ce qui est normal, c'est-à-dire ça relève de, je sais pas, c'est comme si lorsque vous rentrez chez vous le soir, vous vous rendez compte que madame a fait à manger, les enfants ont pu manger, votre loyer est payé, les factures d'eau, d'électricité, d'image sont payées, et puis on fait une fête pour ça. C'est normal, non? Si vous avez fondé une famille, en tant que chef de famille, il y a des responsabilités que vous devez assumer. Le fait de les assumer, on ne doit pas vous délivrer un diplôme pour ça. C'est pour ça que je dis qu'il y a des choses sur lesquelles on ne devrait pas jubiler. C'est le règne de la médiocrité. Ensuite, je rappelle que pour accéder à la carte nationale d'identité, il faut d'abord passer par l'acte de naissance. Or, l'acte de naissance, le système d'état civil camerounais est l'un des plus insécurs qu'il soit. L'ancien ou celui développé actuellement par le BUNEC? Non, parce qu'il y a un nouveau système aujourd'hui rien n'a changé. Qui dit-on est plus sécurisé. Jean-Jacques, rien n'a changé. Ce qui est sûr, ce n'est plus ce Je vous prends un exemple simple. Parce qu'il faut que l'on arrête de bluffer les Camerounais. Nous sommes sur le terrain. Un enfant est né en Guelmendouga. Il n'a pas été déclaré. Mais comme nous, là. Il n'a pas été déclaré. Et cela n'a pas été fait dans les délais prescrits par l'ordonnance de 81 et par la loi de 2023 sur le système d'enregistrement des faits d'état civil. Et puis 2 ou 3 ans plus tard, après les péripéties entre la maman et le père, parce qu'il y a souvent des chantages derrière tout ça, vous décidez que bon, vous allez faire un acte de naissance à Maroua. Écoutez, vous allez au tribunal de premier degré, on vous sort la composition du dossier, et là il y a une pièce importante, l'attestation de non-existence de la souche. Dès que vous l'avez, le reste c'est une formalité. Vous avez 2 témoins qui évidemment n'ont jamais été là lorsque l'enfant a été conçu. Et puis vous allez au tribunal, et comme c'est le premier degré, généralement les juges expédient ça très rapidement, en 2 ou 3 audiences, accompagnés de leurs assesseurs qui sont souvent davantage des pots de fleurs qu'autre chose. Et puis vous avez le jugement. On fait les notifications d'usage au parquet et aux parties. Ensuite vous retirez la grosse, vous allez à la cour d'appel, vous payez le certificat de non-appel. 30 jours plus tard, le même jour, vous levez une grosse, vous avez la grosse, vous allez chez l'officier d'état civil territorialement compétent, vous avez un acte de naissance d'un enfant qui est né en Guelmendouga. Qu'on arrête de vous bluffer. Et c'est pour ça que je dis, il faut qu'à un moment donné, pour nous qui aspirons à gouverner le Cameroun, qui allons d'ailleurs le gouverner à l'avenir, je voudrais que les Camerounais sachent que il y a des choses qui relèvent
du normal. C'est-à-dire que d'accord. Nous pensons que lorsqu'un enfant vient au monde, c'est là où l'État du Cameroun doit commencer à assumer ses responsabilités. Il faut qu'il soit déclaré, quelle que soit la situation des rapports entre le géniteur et la génitrice, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à la carte nationale d'identité. Évidemment, derrière tout ça, vous avez d'autres débats sur les différents types de majorités que nous avons, majorité et le débat sur le sérieux des Camerounais qui sont toujours prêts à tripatouiller, à passer. Non, mais c'est normal, c'est le système qui veut qu'on tripatouille. Ils sont toujours prêts à contourner. Je pense qu'il y a une amélioration qui est en train d'être faite. Vous nous donnez l'occasion de lancer la perche. Dans un système médiocre, c'est normal que les gens cherchent. Non, dans mon village, on ne sait pas ce qu'on appelle le système. On sait seulement qu'il faut que l'enfant soit né et qu'on déclare après 4 ans pour qu'il tienne. Ça n'a rien à voir avec le système. Il faut entrer sur les mentalités de ces gens-là également. Patrick Assiga, la carte en 48 heures. Le président général de l'UPA dit qu'il n'y a pas de raison de se montrer jubilatoire. Oui, mieux vaut tard que jamais. C'est l'attente d'un enfant qui a fait plus de 9 mois dans le ventre. On attend. On attend. Mais c'est déjà là. On ne peut que dire, ok, au vu de l'effectivité, c'est quand même quelque chose d'appréciable. Même comme il faille améliorer les conditions. Maître disait tout à l'heure qu'au niveau de Yaoundé, on pense que nous avons seulement 2 centres d'enrôlement. Quand on essaie de regarder, je me demande très bien si toute la population de Yaoundé venait à souscrire à cet enrôlement. Comment est-ce qu'ils vont faire pour contenir... Mais si toute la population va souscrire aujourd'hui, c'est qu'elle a un problème elle-même. Justement parce que nous avons passé plus de 15 ans sans carte. Il y en a qui ont des récépissés depuis de 6 ans aujourd'hui. Donc s'ils se décident de refaire une autre carte d'identité, ils vont se retrouver hyper nombreux là-bas. Fait en ligne. Ça se fait en ligne. Encore là que s'il fallait regarder les étapes, comme le disait mon compagnonniste tout à l'heure, il y a un problème énorme avec le numérique au Cameroun. La qualité de notre connexion. La qualité de notre connexion. C'est pourquoi les problèmes au Cameroun, on ne les résout pas de façon isolée. Les problèmes sont interdépendants, que lorsqu'il faille les résoudre, il faut toucher tout le système. Maintenant, nous parlons d'enrôlement, ça veut dire qu'il faut toucher le ministère des Postes et Télécommunications, afin de pouvoir nous fournir une qualité acceptable de connexion. Et lorsqu'on termine là, il faut bien sûr qu'on arrive au niveau de l'administration même qui va vous établir la CNI. Quand on peut dire même que c'est 10 000, non. Pour celui qui fait sa CNI pour la première fois, il ne va pas payer que 10 000. Puisqu'il aura des papiers à faire pour compléter son dossier et arriver avec. Toutefois, on peut quand même s'interroger sur le timing avec lequel le gouvernement a jugé nécessaire de nous produire les CNI en 48 heures. Pourquoi c'est seulement à la période préélectorale? On a passé plusieurs années en train de crier sur le même problème de CNI, mais que curieusement, on se pose des questions. Ça veut dire qu'on peut même résoudre des problèmes dans ce pays. C'est-à-dire que en dehors de ce problème de CNI, d'autres secteurs... On a réglé celui du passeport, on n'a pas attendu l'année électorale pour ça. Oui, on a réglé celui du passeport. Combien de gens ont... On est en train de régler combien de gens aspirent à obtenir un passeport au Cameroun? C'était très facile qu'on l'ait. Moi, je n'ai pas de passeport. Parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il va voyager. Mais il faut l'avoir. Voilà, pour faire quoi? Il faut l'avoir. C'est ça donc le problème. Et beaucoup de Camerounais sont exactement comme moi. Donc du coup, résoudre le problème de passeport, c'est pas trop. Le premier problème qu'il fallait résoudre avant celui de passeport, c'est le problème de CNI. Mais lorsqu'on vient résoudre maintenant, on peut quand même les féliciter et se dire que cela n'est autre que... Ce n'est pas l'année électorale. Voilà. Et que cela n'a longtemps été qu'une volonté politique qui a manifesté la mauvaise foi de fournir les cartes nationales d'identité aux Camerounais. Et comme la bonne volonté politique a donc voulu que cette fois-ci, les Camerounais aient les CNI, alors on peut leur dire merci et bravo. Mais que dans tous les secteurs, qu'ils manifestent donc de la même façon cet engouement, afin que nous puissions obtenir les pièces nécessaires pour notre vie au Cameroun en des périodes aussi courtes.
D'accord. Bonsoir le Mbarangele. Je voulais dire ce message parce que j'ai compris. Bonsoir le Mbarangele de la modération. Non. Bon, parce qu'il a réussi à faire la CNI en 48. Il y a tous les panélistes du Grand Soir, s'il vous plaît. Quelle est la procédure à suivre pour être en possession de cette pièce, Gustave Devanne? Je viens de taper tout à l'heure sur Google, moteur de recherche, procédure à suivre. Vous tapez également. Il y a la procédure est bien détaillée là-dedans. Vous êtes Android. Si vous avez envoyé votre message, vous interrogez, vous aurez la réponse là, comme on dit souvent. Bonsoir au panel. J'ai un souci, pourquoi on parle de 10 000 francs alors que quand on arrive au commissariat, on nous demande 13 000. Moi, et on a renvoyé mon fils parce qu'il n'avait que 10 200 au lieu de 13 200, ayant déjà dépensé 6 500 pour légaliser l'acte de certificat de nationalité. Je suis à l'écoute. Nous également, on écoute et ceux qui gèrent cette affaire nous écoutent aussi. Si c'est ça qui se passe, il faut bien que les gens se prononcent. La carte coûte tout sauf 10 000 francs. Meunier, depuis Ambam, qui réagit relativement au coût de cette nouvelle technologie. Jean-Jacques Zé, je vous connais très sérieux pour inviter ce griot de président. Mais il est sérieux dans son rôle. Il soutient le président Paul Biya et c'est tout à fait son droit. Raoul Ndi, depuis Garoua, qui envoie justement son message. Bonsoir le panel. Que votre panéliste ne vienne pas nous dire que nous autres, nous avons coupé l'âge. Moi, j'ai une carte d'identité qui a expiré. J'ai refait jusqu'à cela fait 3 ans, rien. Jusqu'à aujourd'hui, je l'ai fait à Douala, au commissariat du 4e arrondissement. Je suis dépassé. Je dois faire comment pour l'avoir? On a Nama Jacques depuis Yaoundé qui se balade avec son récépissé qui doit être déjà suffisamment effiloché de ce côté-là. Alors, j'aurais préféré que l'État camerounais octroie le marché de production de la CNI. Tu l'aurais mieux fait. Et les milliards seraient réinvestis dans l'économie camerounaise. Les Camerounais ne devraient pas s'enorgueillir de faire la CNI en 48 heures. En 2025, ce n'est pas un exploit. Cela s'explique par le fait que les dirigeants camerounais sont trop vieux. Leur logiciel est obsolète. Donc, comme ils sont vieux là, c'est cela qu'ils ont attendu 2025 pour réaliser cela. Comment les Camerounais peuvent-ils se réjouir de faire établir la CNI par une société allemande alors que le Cameroun a l'école polytechnique depuis plus de 50 ans? JZ, j'aurais préféré que tu crées ta société. C'est compliqué, c'est facile. Recruter les Camerounais experts en informatique et encaisser des milliards au lieu de donner ces milliards aux Allemands. Accueillons Fadima Toubengono de la communication de l'Assemblée démocratique du peuple camerounais qui a pris le temps de vous écouter tous sur ce sujet de mise en bouche qui concerne la CNI en 48 heures. Madame, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Jean-Jacques. Bonsoir aux copanélistes. Bonsoir. Aux millions de téléspectateurs de Info TV, précisément Grand Soir. Je ne vais pas dire que j'ai dû me bouger pour sortir de mon lit avec une santé pas au beau fixe. Et comme je l'avais validé, je ne pouvais pas faire autrement que d'être présente. Donc, merci beaucoup d'avoir bravé justement ces difficultés sanitaires pour être là. Mais on vous accueille avec les raisons de jubilé. Quand on a la CNI en 48 heures, est-ce qu'on a des raisons de jubilé? Vous savez, parfait, moi, j'ai suivi l'entrée de M. Assiga, qui disait que mieux vaut tard que jamais. Vous savez, c'est un peu comme l'histoire de la jeune dame qui raconte dans tout le quartier qu'elle n'aura pas son pain du 8 mars, parce que son époux, il s'en fiche pas mal. Et lorsque elle se réveille un beau matin, bien avant le 8 mars, elle retrouve son pain sur le lit. Elle dit, est-ce que j'en avais même besoin? Vous comprenez, le problème de la carte nationale d'identité, ça a charrié tout du vert, du pas vert, sur les mêmes plateaux, les mêmes ont dit tout et son contraire. Aujourd'hui, je suis ravi d'entendre le président dire qu'on peut la faire en 72 heures. Nous disons c'est déjà quelque chose dont on saurait le bouder. Et maintenant,
tout à l'heure, il y a eu des problèmes par rapport, les gens évoquaient la disponibilité du réseau, les taux renchéris. Si c'est vrai, j'espère que ces gens le suivent parce que, vous savez, vous avez parlé de la mentalité des Camerounais qui sont toujours prêts à ouvrir des poches de corruption même là où il ne faut pas. Donc, vivement, que ceux qui sont à la tête, à la coordination de cette histoire, vous écoutent et suivent les téléspectateurs. Essayez de vérifier s'il y a des cas de corruption. Je dis en début, parce qu'on a ouvert le 17 février. Oui. Ça veut dire que c'est suffisamment grave. Il faut que les gens fassent très attention. Et par rapport au coût, oui, la carte d'identité, l'ancienne, ça faisait 5 ans si ma mémoire est bonne. J'ai cru entendre que ça devait aller à 10-15 ans. C'était 10 ans. C'était 10 ans. Maintenant, on va à 15 ans. Quelque part, le coût comparé à la durée, je peux dire c'est faisable. Surtout qu'on ne saurait ne pas avoir une carte nationale d'identité. Quels que soient les jérémiades que nous allons verser là, il y a un coût pour toute chose. Et si le coût est renchéri, c'est là où il y a un problème. Donc voilà. On est quand même étonné qu'avec la nouvelle technologie qui est censée être plus légère, les gens devraient bouger moins, mais que le coût soit paradoxalement élevé. On parle quand même de 2800 avec la dernière carte nationale d'identité. J'ai cru entendre qu'il s'agit d'un partenaire étranger. Oui. Et je suis en même temps surprise lorsque j'entends qu'on doit faire des papiers en plus. Parce que l'information qu'on nous avait donnée, c'est que les 10 000 francs devaient couvrir certains documents. Donc, ça demande à ceux qui portent justement le projet revoient le processus et qu'il soit clair en matière de communication. On oublie ce qui est payant, ce qui n'est pas payant. Parce que c'est ce flou-là qui peut amener les uns et les autres à extorquer de l'argent aux citoyens. Et là, alors quelqu'un a soulevé tout à l'heure, Farel, pourquoi aller importer une technologie alors qu'on a Polytech, alors que lorsqu'on va là au Cradat, il est possible d'avoir le même carton très facilement. Mais Jean-Jacques, vous allez nous pousser là à exposer certaines personnalités à qui profiterait comment j'ai envie de dire ça, ce banditisme qui a été mis en place dans le but de spolier davantage les Camerounais. Oui, vous dites bien que la dame a dit tout à l'heure, je ne sais pas si c'était une erreur de langage, elle a dit que les délais, c'est 72 heures, je crois que c'est 48 heures. Non, c'est 48 non, quand vous entrez dans un commissariat... S'il vous plaît, il a dit que quelqu'un a pu l'obtenir en 72 heures. Oui. Si ceux qui ont une éternité avec le récépissé avaient pu l'obtenir, je crois qu'ils ne seraient pas en train de se plaindre. C'est déjà quelque chose. Alors, autre chose, je voudrais dire que quand vous entrez dans un poste d'identification, vous voyez les clés, il est clairement écrit sur un mur. Frais de timbre 10 000 francs CFA, pas plus. Mais sauf que quand vous entrez dans certains commissariats, vous avez reçu les témoignages tout à l'heure, des gens à qui on a exigé plus de 10 000 francs. Alors, on se pose donc la question de savoir à qui profite donc le surplus. Certainement à ceux qui ont installé ces réseaux de corruption, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller vers le poste d'identification, il y a un bonhomme qui vous accueille à l'entrée et vous dit qu'il peut facilement vous permettre d'avoir votre carte nationale d'identité. Maintenant, vous questionnez le rôle du concessionnaire. J'ai envie de vous dire que celui qui était là avant n'a pas pu satisfaire les Camerounais en 10 ans. Est-ce que celui-ci sera à la hauteur des attentes des Camerounais? Quand on sait que j'ai eu à parcourir sur la toile, n'est-ce pas, je questionnais le parcours, les faits d'armes de ce qui est concessionnaire, je me suis rendu compte qu'il n'existe presque pas. Il paraît que c'est le même qui fait le passeport. Il n'existe pas. Et en fait, il n'a jamais opéré dans un autre pays qu'au Cameroun. Alors, vous voyez donc que les gens ont mis en place, n'est-ce pas, ce que j'appelais tout à l'heure banditisme pour davantage spolier les Camerounais. Alors, lorsqu'on met les droits de timbre de la carte nationale d'identité à 10 000 francs, donc nous partons de 2800 francs à 10 000 francs CFA, à qui profite justement ce surplus? Ça veut dire qu'il y a justement un réseau qui a été huilé, qui a été mis en place
pour tirer les profits de cette dépense de trop que les Camerounais font pour obtenir justement la carte nationale d'identité. Et on a interpellé autrefois le président de la République. On ne sait plus vers qui, à qui nous adresser, parce que nous savons que même si, n'est-ce pas, les médias en parlent, certaines personnes auront l'impression que c'est parce qu'on le renverse, c'est parce que justement on veut les déstabiliser, que non. Ce que nous voulons, même si on a mis de côté la technologie locale, il y a des ingénieurs, il y a des entreprises qui peuvent faire mieux que ces concessionnaires. Il faut qu'on se le dise. Il y a également autre chose. Et on a mis de côté le génie militaire. On a longtemps vanté les prouesses du génie militaire. Est-ce que le génie militaire ne pouvait pas nous produire les cartes nationales d'identité? Maintenant que le concessionnaire allemand est là, est-ce qu'il sera à la hauteur? On ne peut pas aussitôt le juger. Laissons-le faire. Maintenant, je pleure le sort de ceux qui n'ont pas encore reçu la carte nationale d'identité. Est-ce qu'ils vont recommencer le processus? Justement, c'est la question que j'allais poser. Non. Alors, est-ce que ceux qui, moi par exemple, qui suis détenteur d'un récépissé, oui, il y a un élément de réponse. Oui. J'ai une cousine avec qui j'ai échangé sur le sujet. Elle m'a dit elle a un récépissé, elle voulait se faire enrôler de nouveau. Mais au niveau du poste, on leur a dit que ceux qui ont le récépissé qui est encore valide, ils n'ont pas besoin de se faire enrôler de nouveau parce qu'on va leur établir leur carte. D'accord. Ils seront appelés. C'est pour ça que nous appelons à beaucoup de communication. C'est-à-dire que je peux aller vers le centre d'identification où j'ai établi, où on m'a établi le récépissé. Oui. Et on peut. Ils ont dit non, on ne vous enrôle plus sur votre récépissé encore puisque c'est les mêmes valide. Oui. Moi, j'ai vu un officier, un commissaire qui avait clairement, il prenait le récépissé, il notait. Okay. On leur a dit au niveau du poste, parce qu'elles étaient là-bas en masse, on leur a dit vos cartes vont être vont sortir et vous serez informés. D'accord. Alors Jean-Jacques, moi je vais terminer en disant que j'accuse la communication de la DGSN parce que en réalité, vous voyez que il y a des Camerounais qui n'ont pas d'éléments de suffisamment d'informations, n'est-ce pas, concernant l'établissement des cartes nationales d'identité. Vous voyez que voilà une dame qui vient nous dire ici comment est-ce qu'il faut faire pour ceux qui sont détenteurs de récépissés, ce qu'il faut faire pour avoir la nouvelle carte nationale d'identité. C'est qu'il y a des millions de Camerounais qui sont détenteurs de il faut suffisamment communiquer, il faut que la délégation communique pour, n'est-ce pas, permettre aux uns d'avoir justement ces informations. Et aussi, il faut qu'on dise aux Camerounais que si on vous demande plus de 10 000 francs dans un poste d'identification, ne donnez pas. On a besoin de dénoncer. Il y a un numéro vert pour cela. Au cas où c'est établi que c'est 10 000 francs et pas plus, il faut qu'ils mettent en place un système de dénonciation. Tout à l'heure, Monsieur Jean-Jacques, il y a un paramètre qu'il a soulevé, c'est très important. Parce qu'il faudrait que les usagers le sachent. Est-ce que c'est les facilitateurs qu'ils ont donné de l'argent ou bien c'est dans le poste? Et si c'est aux facilitateurs, ils n'ont pas besoin de facilitateurs pour aller faire leur carte nationale d'identité, sauf s'ils choisissent justement, de se faire accompagner. C'est l'objet d'un message qu'on a reçu là aujourd'hui. Bonsoir, il existe un numéro vert pour dénoncer les malversations à la DGSN, en principe Hervé de Garoua. Évitons les démarcheurs, il le dit avec 3 points d'exclamation. Voilà. Oui. Justement, c'est un peu cette éducation-là que nous devons aujourd'hui apporter aux Camerounais. Vous allez vous rendre compte que quand vous vous rendez même dans les palais de justice, ils sont là, même si parfois c'est avec une complicité interne, mais ils sont là, ils arpentent le milieu du palais de justice, comme quoi on vous facilite l'accès à l'établissement d'une pièce ou ce n'est jamais gratuit. Ce n'est jamais gratuit. Et donc il est fort possible que dans ces centres d'enrôlement, que ça soit certains qui arpentent la cour et qui essaient d'arnaquer de cette façon. Mais il y a un autre hic sur le fait que ceux qui sont détenteurs de récépissés aujourd'hui valide, parce que la dame a parlé de la validité. Quand on sait très bien que beaucoup de récépissés ont été prorogés à la main, oui. Comment est-ce qu'on établit la validité d'un récépissé qui a été prorogé à la main? Là, il y a un problème. Parce que généralement, c'est prolongé pour vous permettre de vous déplacer. Monsieur Jean-Jacques, si vous avez établi votre carte en 2010, par exemple, ça veut dire que l'expiration, en principe, de la carte nationale elle-même, c'est 2030. Donc, si vous avez un récépissé de 2020,
il est possible que vous ayez votre carte parce que c'est encore dans le circuit et la validité sur la durée de la carte nationale d'identité. Puisque ce qui se passait le plus souvent, c'est on prorogeait sur 3 mois. Donc, lorsque nous parlons de la validité, c'est sur la base de 10 ans, la période. Mais M. Jean-Jacques, des fois aussi, nous-mêmes, des fois là, c'est nous-mêmes qui causent certains problèmes. J'arrive peut-être au niveau de Eneo, ou sans publicité, ou bien quand je vais payer. Je trouve qu'il y a du rang, alors que j'ai beaucoup à faire. S'il y a quelqu'un qui vient me dire que, bon, monsieur le président, je peux vous aider. C'est ça les facilitateurs qui sont un peu... Vous comprenez, non? Oui. Et alors que moi, je vois le temps aussi que je suis en train de courir, je vais dire que bon, moi là, je ne peux pas rester là. C'est nous en faisant ça. Nous-mêmes le problème, c'est il dit c'est un problème, c'est eux les problèmes. Donc des gens qui se comportent comme ça, qui sont un problème, parce que si vous permettez aux rangs de suivre, pourquoi même des rangs, de suivre, comment dire, l'ordre de passage, ça irait plus vite. Et vous vous rendrez compte que lorsqu'on estime quelqu'un du rang pour aller payer, il y a un mouvement de foule. Parfois, c'est le vigile. Forcément, il s'en va et il bloque davantage. Et pour que cela ne se passe plus ainsi, ce sont les caissiers et les caissières qui reçoivent ces vigiles qui doivent leur dire non. C'est un réseau. C'est un réseau. Puisqu'il y a un pourcentage. Oui, on va y aller très rapidement pour sortir de cette mise en bouche. Oui, monsieur José, moi je n'aime pas trop verser dans la jactance et je n'aime pas déblatérer sur les conséquences. Parce qu'en réalité, quelqu'un a dit tout à l'heure là que les problèmes du Cameroun sont interconnectés. C'est l'ensemble du système qui est malade, qui est gangréné. Donc tout ce qu'on est en train de dire là, ce sont les symptômes. Votre sujet, c'est CNI en 48 heures, les raisons de jubiler. Il n'y a aucune raison de jubiler. Le professeur Joseph Tchoundjian Pouemi a écrit que une indépendance politique sans indépendance économique est une coquille vide. Vous ne pouvez pas être indépendant depuis 1960 et vous allez prendre les gens qui vous ont colonisé pour qu'ils viennent vous établir les cartes nationales d'identité qui relèvent d'un domaine de souveraineté nationale. C'est-à-dire que ces gens ont des données sur les Camerounais. Il y a le commissaire Biloua ici qui nous demandait ce matin où sont les données des Camerounais. Peut-il nous dire où se retrouvent si déjà les Américains ont un problème avec les Facebook et autres par rapport aux données personnelles des gens, vous imaginez que vous prenez des étrangers et vous leur confiez les données de tout un peuple. Première chose. Deuxième chose, vous ne pouvez pas avoir la prétention d'avoir en 42 ans fait l'extraordinaire en matière de formation et de recherche, mais au bout de 42 ans, vous n'avez pas suffisamment, vous n'avez pas formé des ingénieurs capables de produire des cartes nationales d'identité, donc de conserver les données des Camerounais sur le sol camerounais. Ça relève une fois de plus, je dis, de la souveraineté nationale. Et troisième chose, tout ce qu'on cite là, les récépissés, les heures, tout ça, ce sont simplement les conséquences d'un système. Et je vous ai dit, je vous dis toujours sur votre plateau ici et ailleurs que c'est le système qu'il faut changer. Le système est né en 1957. Il est exactement le même aujourd'hui. On est juste à la deuxième tête de poule de celui-ci qui a déjà mis 42 ans. Mais c'est le même système. Le logiciel idéologique est le même. Et c'est en fait un système qui s'adapte simplement aux mutations géopolitiques mondiales. C'est tout. Mais sinon, le système est le même. Ce qui a été fait ne l'a pas été dans le but d'améliorer les conditions de vie des Camerounais, mais simplement parce que nous sommes en année préélectorale et que ça peut constituer un élément déclencheur de ce que, justement, certains chanteurs, Martin Bangangele, le père de la police. Mais à la réalité, vous comprenez, c'est de la gesticulation institutionnelle. Parce qu'au moment où vous êtes en train de dire que vous délivrez les cartes nationales d'identité en 48 heures, les gens ont des problèmes d'actes de naissance. Les gens ont des problèmes pour se déplacer. Les gens ont des problèmes d'électricité. Non. Tout à l'heure, on parlait du passeport. Lorsqu'on a rendu le passeport disponible, combien, moi, je n'ai pas de passeport. Combien de Camerounais vous n'en voulez pas? Je pourrais en avoir besoin, mais en réalité, la plupart des Camerounais n'ont pas besoin d'un passeport. Vous comprenez? Et on ne peut pas. Mon problème, c'est la contrariété qu'il y a dans le discours politique officiel. Donc vous aurez préféré qu'on commence par la carte d'identité ou l'acte de naissance. L'acte de naissance. Vous ne pouvez pas dire le passeport. Vous pouvez pas dire si permettez qu'on avance. Madame voulait réagir rapidement. Monsieur Jean-Jacques, j'ai toujours l'habitude de dire aux Camerounais,
d'avoir peur des magiciens politiques. Les magiciens. Les magiciens politiques, nous voyons ce qui se passe au Sénégal en ce moment. Les populations sont impatientes. Ils disent carrément à ceux qui sont venus avec les mots magiques du vieux système qu'il faut changer tout le système, c'est-à-dire inventer les nouveaux Sénégalais, que nous ne vous avons pas placé là pour nous dire combien il y avait des comptes en banque. On veut ça tout de suite. Faisons très attention. Quelqu'un ne peut pas venir sur la base de ce qu'il y a un système depuis 57 ans. Et quand Depuis 1957. Depuis 1957. Et il a la prétention d'être celui-là qui parcourt des baguettes magiques. C'est vrai. C'est vrai que nous savons qu'il y a des politiciens magiciens. Mais pour le moment, il faudrait qu'on regarde d'où on vient. J'ai vu ma grand-mère avec... Il y avait quoi avant? Absolument, tout le monde peut le prendre. Je dis, avant... Aujourd'hui, c'est devenu un exploit d'être... Mon cher ami, quand je vous écoute, c'est vrai que quand je vous bavarde, je vous interpelle. Je ne vous coupe pas. J'ai vu ma grand-mère avec le papier. Et quand je rangeais le document de maman, j'ai vu un truc écrit avec de l'encre. J'étais surprise de voir que c'était la carte nationale d'identité sur du carton, qui n'est pas trop différente de ce que nous appelons récépissé aujourd'hui. Après, il y avait une carte plus grande. Après la petite, ça veut dire qu'il y a eu des étapes. S'il est vrai qu'aujourd'hui, on fait face à des difficultés, parce que quand on se met à dire que, oui, si les grandes nations comme les États-Unis qui sont indépendantes depuis 1472, ou bien la France qui, après plus de 300 ans, a des difficultés, la prise de la Bastille, c'était en 1789, vous comprenez qu'il serait à la limite extraordinaire de penser qu'après 60 ans, qu'on soit en mesure, j'ai entendu parler de tout ce qu'on a. Il y a une différence entre le potentiel et ce qu'on a. Nous avons le potentiel. Est-ce qu'on l'a vraiment? Donc vraiment, nous aimerions aller vers ça, mais il ne faudrait pas qu'on fasse comme si on venait inventer la poudre à canon. On est en train d'aller vers ça et on salue Dr Enama Charles Christian depuis Nkozoa qui nous a présenté les raisons de jubilé. Les premières raisons de jubilé, les gains de temps. Deuxième raison, modernisation de l'administration. Troisième raison, facilitation des démarches. Quatrième, lutte contre la corruption. Cinquième, amélioration de l'image du pays. Il explique qu'une administration plus efficace renforce la confiance des citoyens, améliore l'image du Cameroun à l'international. Mais il propose également les raisons de rester sceptique. Première raison de rester sceptique, mise en œuvre assez difficile quand même. Malgré l'annonce, dit-il, la réalité sur le terrain pourrait être différente. Les infrastructures, les ressources humaines sont-elles suffisantes pour garantir cette rapidité? Deuxième raison de rester sceptique, les inégalités d'accès. On parle des zones rurales qui sont reculées et enclavées, autres les questions et également de techniques. Justement, il parle en troisième point pour rester sceptique des problèmes techniques, les pannes de système, les coupures d'électricité ou les problèmes de connexion Internet pourraient ralentir le processus. En quatrième point, raison de rester sceptique, manque de sensibilisation. On en a évoqué ici. Et puis le cinquième point, doute sur la pérennité de ces documents. Et en conclusion, il dit que la CNI en 48 heures est une initiative louable qui répond à une demande présente des citoyens. Cependant, son succès dépendra de la capacité du gouvernement à surmonter les défis logistiques et à garantir un accès équitable à tous. Si elle est bien mise en œuvre, cette réforme pourrait marquer un tournant dans l'amélioration des services publics du Cameroun. Merci Dr Enama Charles pour avoir partagé l'objet de vos recherches autour de notre problématique de mise en bouche qui parle de la CNI en 48 heures et les raisons de jubilé. On évoque maintenant le plan de résistance de cet échange qui porte sur la gouvernance avec une interrogation: comment comprendre la présence du secrétaire général, la présidente de la République sur le terrain de plus en plus? Il était dans la Léquier hier pour voir à quel niveau se trouvaient les travaux de la boucle de la Léquier, censée désenclaver ce bassin de production. Il était dans l'extrême nord il y a de cela quelques semaines. On l'a vu inaugurer également quelques opérations et puis on l'a vu également conduire des task force autour de la CAN et autres, conduire les visites des infrastructures sportives. Et bien le SGPR est sorti
de plus en plus de son bureau pour le terrain. Y a-t-il une explication à cela, Monsieur le Président? Mais si la population dit que le président est fatigué, donc voilà celui qui n'est pas fatigué, il est sur le terrain. Hein? Il est sur le terrain. C'est quand même le numéro 2. C'est pas lui qui est élu. Mais il n'est pas élu, n'est-ce pas? Mais il a la signature. Le secrétaire général est censé rester. Non, Monsieur Jean-Jacques, moi c'est applaudi. Quand il a commencé là, maintenant c'est qu'on attend. Prochainement là, il prend son hélicoptère, il descend en Ngaoundéré. En tant que qui? Ngaoundéré Garoua. En tant que qui? En tant qu'envoyé spécial du chef de l'État. Il est envoyé spécial du chef de l'État. Pourquoi on n'envoie pas le Premier ministre, par exemple? Mais le Premier ministre aussi a son rôle aussi, il part aussi là où il part. Mais pour l'instant là, lui, les rapports là, c'est à lui qu'on envoie. Et il est fatigué de recevoir les mauvais rapports. Donc, il ne fait pas confiance au rapport. Maintenant, il faut que lui-même il va sur le terrain pour regarder. Donc prochainement là, surtout nous les commerçants, parce que nous ne sommes pas dans les trucs de PIB ou ceci ou cela là. Nous sommes sur le terrain, nous sommes des pratiquants. Donc prochainement là, il va aller en Ngaoundéré. Quand il finit Ngaoundéré, il descend Maroua Garoua. Quand il finit là, maintenant il va à Dabanga. Parce que c'est une zone économique. Si l'économie ne tourne pas là, rien ne marche. Maintenant c'est lui le sauveur. Voilà, donc maintenant donc, il doit marcher partout. Maintenant il prend donc les vrais rapports. Le président peut rester tranquille dans son coin. Avant que le président parte lancer la campagne officielle, il faut que lui-même il tourne d'abord. Maintenant il prend les vrais rapports. Il donne au chef de l'État. Parce qu'on ne veut pas les gens de goudron qu'on nous met dès qu'il pleut une fois. Le goudron est parti, les gens mentent beaucoup. Voilà, donc il faut. Son secrétaire est obligé lui-même d'aller voir. D'aller lui-même voir. Donc il fait plus confiance aux autres. Donc ça c'est applaudi. Pour moi je suis très content pour ça. Alors l'analyste sociopolitique, qu'est-ce qui peut justifier cette récurrence des descentes sur le terrain du SGPR? Jean-Jacques, vous allez vous rendre compte que depuis 1982, donc depuis le renouveau nous a habitués à un système de communication qui est celui du silence. C'est-à-dire que le peuple camerounais ne s'est pas habitué à écouter son président, à avoir son président au quotidien lors des problèmes qui leur surviennent. Il se trouve donc que les silences présidentiels. Cela d'ailleurs fait l'objet de toute une thèse. À partir de cet instant-là, on peut bien se rendre compte que c'est le président de la République qui a été voté. C'est lui qui a l'onction du peuple camerounais. Et du coup, le peuple camerounais attend de lui beaucoup d'explications, un dialogue, une communication. Ce qui est donc contraire au système que le président de la République a eu à mettre en place. Il communique beaucoup plus par ses collaborateurs qu'il a nommés. À un certain moment, ça marchait. Le peuple camerounais a fait confiance à ses collaborateurs et ça allait un peu. Il se trouve que depuis un certain temps, le peuple camerounais ne se reconnaît plus auprès de ses collaborateurs. Ils sont en train de les vomir en réalité. Et ils veulent à tout prix écouter celui-là à qui ils ont donné l'onction. C'est le SGPA, celui-là. Et restant dans la même logique, ne pouvant pas réagir aux attentes du peuple camerounais, il va donc trouver un autre paradigme où il sera question de récupérer celui qui est plus administratif que politique et lui dire tu vas te transformer maintenant et aller sur le terrain et essayer d'être mes oreilles. Souvenez-vous que au niveau du débat FECAFOOT 2007, les problèmes se sont posés en ce qui concerne les très hautes instructions. Comment un peuple peut aller jusqu'à remettre en cause, à douter des très hautes instructions d'un président de la République? Ça veut dire que à partir de cette il y a crise. Il y a crise. En réalité, le peuple ne veut plus écouter tous ceux qui sont des intermédiaires qui arrivent. On a senti désormais des débats dans l'extrême nord. Exactement. Regardez dans l'extrême nord. Je crois que le MINAT était d'abord passé avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas même voulu l'écouter. Mais lorsque le SGPR est arrivé, en ce moment-là, ils se sont dit, à défaut d'obtenir ce que nous demandons, contentons-nous d'abord de ce qu'on nous présente. Lui, au moins, on ne le connaît pas comme
celui-là qui est dans des discours, qui se retrouve dans des discours politiques qui, dans la majorité des cas, sont toujours des discours creux, alors ils vont décider et vouloir à tout prix qu'ils les reçoivent, afin qu'ils les écoutent. Il va vouloir, n'étant pas un homme de terrain, il va vouloir faire ce qu'il savent faire au niveau de l'administration, mais il va se rendre compte très très rapidement qu'il faut être un homme de terrain, il faut être un homme politique pour comprendre ce que veut la réalité des populations. Et il va immédiatement leur ouvrir les portes, et il va les recevoir, et il va arranger le problème. C'est un succès pour le renouveau. Il va continuer, voilà pourquoi il va donc continuer le périple en essayant d'arpenter, et ça ne va même pas s'arrêter là. Parce qu'en réalité, c'est lui à l'heure actuelle qui a le vent en poupe. C'est lui qui, au moins, les populations peuvent se dire. Lorsque, si nous lui adressons nos doléances, on peut être sûr d'une certaine manière que nos doléances pourraient arriver. Parce que les populations se disent, depuis qu'on adresse les doléances à certains de ses collaborateurs, on a l'impression qu'ils se moquent plutôt de nous. D'ailleurs, qu'ils sont trop condescendants par rapport. Et vous allez vous rendre compte que, regardez la posture, sa tenue, partout où il y va, il n'est pas en veste, cravate, comme on sait si bien voir les autres. Il va effectivement essayer de se mettre au même niveau des populations pour enfin les écouter. Et c'est à ce niveau-là où les hommes politiques n'arrivent pas toujours à comprendre. Ils sont toujours en train de creuser un fossé énorme entre les populations. C'est vrai qu'ils vont me dire que vous ne nous avez pas élus, donc nous n'avons pas été élus par vous. Donc on ne vous doit en réalité rien du tout. Mais sauf qu'ils sont les premiers à être auprès de ces derniers. Et vous verrez très bientôt lors des campagnes, lorsqu'on va lancer les campagnes tout à l'heure, ça sera ces mêmes membres du gouvernement qui iront auprès des populations encore tenir un discours politique. Et j'ai peur à ce niveau-là parce que beaucoup des populations aujourd'hui ne se voient plus, ils ne se mirent plus à travers ces derniers. Donc, le SGPR est l'homme de la situation pour le renouveau et c'est pourquoi on l'utilise. D'accord. Est-ce que le président Biya a finalement trouvé le meilleur pont pour être en contact, si lui-même ne le fait pas physiquement, avec des populations? Est-ce que c'est la lecture d'une rupture de confiance entre les populations et les relais traditionnels de ces populations-là et le chef de l'État? Non, c'est simplement le système. Un aveu d'échec. Mais c'est un aveu d'échec qui a ceci d'intéressant et de subtil qu'il vend quelque chose qui n'existe pas aux gens. C'est là que je parle souvent d'escroquerie politique. Je m'explique. Déjà, je vous annonce que l'Union des populations africaines a créé une école des cadres du parti parce que nous pensons qu'il faut former les gens. Les gens ne savent pas ce que c'est être quelqu'un militant. Les gens ne savent même pas ce que c'est que la politique, l'engagement politique. Et forcément, le niveau de culture politique des acteurs politiques eux-mêmes et des populations n'est pas encore à la hauteur des enjeux contemporains. Pourquoi je le dis? Alors, vous avez le président de la République qui est au pouvoir depuis 1982. Certes, on va vous dire qu'il communique par le silence. Mais arrêtez, il ne communique pas par le silence. C'est juste une vue de l'esprit. En réalité, il communique, mais il communique d'une certaine façon. Parce que le silence, c'est autre chose. Le secrétaire général de la présidence de la République, quand vous regardez l'organigramme du gouvernement, il est le plus proche collaborateur du chef de l'État sur le plan de la macrostructure administrative du Cameroun. Mais ce n'est pas lui qui est le maître d'œuvre, le maître d'orchestre de l'action gouvernementale. Oui. C'est-à-dire à la réalité, telle que la constitution du Nord Cameroun a prévu les institutions, le président de la République doit donner ses instructions au Premier ministre qui, en tant que chef du gouvernement, met donc en œuvre cette politique avec la collaboration de tous les autres ministres dont fait partie le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, qui est un membre du gouvernement, en réalité un collaborateur du Premier ministre. Pourquoi le Premier ministre ne va pas lui-même sur le terrain? Je ne vais pas m'avancer à dire pourquoi, parce que je ne sais pas en réalité pourquoi. Parce que la réalité, c'est lui qui devrait aller. Ça peut relever de ce que d'aucuns appellent la méthode Biya, qui surprend toujours. Quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, est le plus proche collaborateur du président de la République, dans la mesure où il est celui qui, tel que le système fonctionne. Encore qu'avec la délégation de pouvoir, il en a beaucoup. Certes, mais il est la personne qui porte les dossiers qu'il estime
suffisamment sérieux pour être porté à l'attention de son supérieur hiérarchique. Et donc, c'est la personne qui maîtrise le mieux le fonctionnement de l'État. Mais cependant, il y a un problème, et tout le monde le soulève, c'est que c'est le président de la République qui a été élu par les Camerounais. Et c'est un peu douloureux de voir que celui qui a un mandat électif sous-traite son travail et sous-traite son mandat par des gens qu'il a nommés. Et c'est un peu embarrassant parce que s'il l'avait commencé seulement hier, ça se comprendrait. Je pense qu'il a commencé depuis. Et c'est comme s'il l'a commencé depuis en sachant que il le ferait ad vitam aeternam. Et maintenant, quand vous regardez les réactions que les gens ont par rapport justement au déplacement du secrétaire général de la République sur le terrain, vous vous rendez compte que, à la réalité, c'est un monsieur qui fascine. Quand vous lisez le livre d'un ancien, d'un de ses prédécesseurs, pour ne pas le nommer, Jean-Marie Mbara, vous comprenez que le poste de SGPR au Cameroun, qu'on appelle encore vice-dieu, fascine les Camerounais. Et c'est un monsieur qui est resté très longtemps en retrait. Et là, les gens ont tellement entendu, il a fait couler tellement d'encre de salive à travers les task force, les Covid-gate et autres, que lorsqu'il va sur le terrain, et c'est là la subtilité stratégique du président de la République, c'est que les gens le découvrent. Vous savez que la nouveauté plaît toujours. La nouveauté attire. Et maintenant, il fait l'effort de ne pas y aller avec des accoutrements aristocrates. Oui. Il y va de manière très simple, en basket, polo. Certains peuvent prendre ça pour du mépris, mais à la réalité, c'est une forme de communication. C'est une stratégie de communication très bien ourdie qui consiste à donner, à montrer qu'il est descendu au niveau des populations et qu'il est plus susceptible de les comprendre. Ce qui n'est pas en réalité vrai. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que s'il suffisait d'avoir un certain accoutrement pour que les choses aillent, je pense qu'ils marcheraient tous déjà en basket, en jean et en t-shirt. Le problème qui se pose, c'est que, et c'est là, je parle de formation politique des militants de mon parti et de tous les autres partis qui devraient faire la même chose, et de formation politique des citoyens, parce que faut pouvoir comprendre une chose. Nous sommes à la veille d'une élection présidentielle. Ce qui est certain et indubitable, les gens peuvent le contester, c'est qu'en réalité, le président de la République, qui est le président en exercice, est probablement candidat à sa succession, est déjà en campagne. Il a suffi que nous écoutions ici ensemble son discours du 31, puis celui du 10 février pour le comprendre. Maintenant, il fait sa campagne. Le chapeau du SGPR hier, qui a un peu trahi cela, parce qu'il met carrément le chapeau à l'effigie du chef de l'État. Effectivement. Et maintenant, il fait sa campagne comme en 2018 par personne interposée. Je ne vais pas entrer dans les débats sur son âge. Ça, c'est un autre débat. Maintenant, le problème se pose, c'est que, et c'est là où je dis qu'il faudrait que les Camerounais opèrent une certaine assaise dans leur culture politique, parce que le véritable débat qui devrait obséder les Camerounais aujourd'hui, c'est le bilan. C'est-à-dire que on devrait avoir sur la table deux choses. D'un côté, le bilan du chef de l'État, au bout de 42 ans, pas seulement d'un mandat, mais de 42 ans et qui veut rempiler. Et en face, les offres politiques concurrentes qui vous disent, voilà, le bilan, il n'est pas bon, parce que, et voilà ce que nous offrons. Mais ils sont encore en cours de mandat, hein. Ils ont encore quelques mois. Sauf qu'ils sont ils sont en train de travailler. Non, il faut qu'on se comprenne bien. Même quand on a fait le management, même quand on fait le management des projets, il y a des évaluations à mi-parcours. Ce qui est sûr, c'est que il n'y a aucun miracle qui sera opéré entre aujourd'hui et octobre prochain. En réalité, le bilan est déjà là. On va de 82 à aujourd'hui. On fait ce bilan. Et en réalité, ce qui m'embarrasse un peu, c'est que quand vous regardez les journaux, vous écoutez la radio, les débats et tout, vous vous rendez compte que les gens sont dans des sujets périphériques. Toujours dans la politique spectacle. Or, à la veille d'une élection présidentielle, quand vous regardez comment ça se passe ailleurs où nous avons soi-disant importé la démocratie, quand on est à la veille, il n'y a que deux choses qu'on pose sur la table. Le bilan du sortant, qui veut remplir, et les propositions des prétendants. Est-ce que c'est un sujet périphérique que d'observer que le SGPR est désormais sur le terrain? Non, pas du tout. Pas du tout. Écoutez, il se trouve que depuis quelque temps,
le ministre secrétaire général de la présidence de la République cristallise les attentions. Ministre d'État. Ministre d'État. C'est Merci important. pour la précision. Ministre d'État. Il en a besoin de la présidence de la République. Vous dites qu'il en a besoin? Je ne sais pas si le président de la République, je sais pas s'il en a besoin. D'accord. Alors, vous voyez-vous, après l'élection de 2018, je crois que c'était entre 2020 et 2021, le ministre d'État avait mis en place des task force. Oui. Et là, il annonçait déjà les couleurs. Il annonçait déjà les couleurs. De mon point de vue... Et certaines choses vont revenir. Oui, vous voyez, le président de la République avait engagé certains travaux, notamment la construction des infrastructures sportives et autres. Il a donc mis en place la task force, disais-je, qui, n'est-ce pas, a pour rôle de superviser ces travaux-là. Ce qui veut dire que lorsque, par exemple, vous voyez le ministre de l'État sur le terrain avec le ministre des Travaux publics, oui. Vous voyez, quand vous regardez un peu les ampliations dans les correspondances administratives, les ministres font ampliation au secrétaire général de la présidence de la République et non au Premier ministre. Et là, ils donnent l'occasion de questionner le rôle du Premier ministre, ou du moins de questionner le pouvoir, de remettre en doute le pouvoir du Premier ministre. Autre chose. Au point où certains sont arrivés à considérer qu'il n'est que le premier des ministres et non le Premier ministre chargé de coordonner et d'animer l'action gouvernementale sur le terrain. Une certaine presse l'a présenté comme étant le dauphin de M. Biya. Et là, j'estime que c'est un problème. C'est un problème parce que M. Ferdinand Ngongo, je l'apprécie, c'est un homme que moi, personnellement, j'apprécie ses faits d'armes en tant que secrétaire général de la présidence de la République. Maintenant, est-ce qu'il est l'homme qu'il faut? C'est-à-dire pour parler au nom du président de la République. Est-ce que M. Ferdinand Ngongo fait l'unanimité? Au regard de tout ce qui a été dit autour de l'homme, en rapport avec la construction des infrastructures sportives, notamment le complexe sportif Paul Biya d'Olembe. Ils ont célébré cela avec des médailles, hein. On a donné des médailles à certains Est-ce que M. Ferdinand Ngongo fait l'unanimité quand on sait que son nom a été cité dans l'affaire de Covid Gate? Alors, ça fait que aujourd'hui, on se rend compte que M. Biya est totalement déconnecté du peuple. Certaines personnes disent que M. Ngongo est déjà en campagne pour le compte de M. Biya. Alors, c'est à M. Biya que le peuple a donné mandat. Oui. Est-ce que c'est aujourd'hui à M. Ferdinand Ngongo de venir rendre compte à ce peuple? Si aujourd'hui M. Ngongo agit et par le nom du président Paul Biya, quelqu'un disait dans une émission hier qu'il est les yeux, les oreilles et la bouche du président Paul Biya, est-ce que M. Ferdinand Ngongo, c'est-à-dire en recueillant les problèmes, les interpellations qui sont adressées au président de la République, regardez un peu le timing, nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle. Est-ce que le président Paul Biya pourrait répondre aux interpellations que les populations lui adressent à quelques mois de l'élection présidentielle? Il y a un problème. Mais ça pourrait relever des astuces politiques. Oui. Vous savez qu'on a des maires qui ne commencent les chantiers qu'à la veille de la fin du mandat. Il s'agit ici... Permettez-moi d'avoir un nouveau mandat pour achever ce que j'ai commencé là. J'aime bien cette expression des leaders de l'opposition, des présidents des partis politiques de l'opposition qui disent actuellement que 2025 ne sera pas comme 2018. En réalité, il faudrait que M. Biya se rapproche de plus en plus de ses électeurs et non par personne interposée. Et M. Ferdinand Ngongo, sur le plan politique, n'a peut-être pas l'épaisseur que certaines personnes ont sur le terrain. Peut-être qu'il a l'avantage de la virginité, entre guillemets, sur ce terrain-là. On se méfie déjà des autres. Avec leurs beaux discours, on les connaît tous par cœur. Peut-être que le président a essayé de le démontrer tout à l'heure, venant avec une idée nouvelle, une image nouvelle, avec une habitude qui se crée. Peut-être qu'il est encore plus ouvert et plus accepté que les autres. Mais le contraire se voit sur le terrain. À l'extrême nord, il n'était pas écouté. Quand vous causez et quand vous interrogez les ressortissants du département de la Léké, vous disent que M. Ngongo n'est pas le bienvenu chez nous. On voulait le président Paul Biya et non M. Ngongo. On l'invite au lancement de la campagne. Non, je l'ai invité là-bas. Bonsoir Jean-Jacques Zé, ainsi qu'à votre panel. Le RGPR est dans son rôle. Il est à la quête des électeurs qui pourront voter pour le RDPC et qui ne vous dit pas que c'est lui qui sera le futur champion. On n'en sait rien. Je vois cela comme un moyen de pression pour les futures échéances. Pour son vestimentaire, tout le monde sait que c'est un jeu.
mais que les Camerounais soient intelligents. Monsieur Ongba, depuis Yaoundé, pourquoi est-ce qu'on va être intelligent? Est-ce qu'il y a un problème sur ça? Bonsoir à vous sur le plateau, très beau débat. Mais le Premier ministre du Cameroun est en train de subir juste une place fictive, car on lui vend la chèvre, mais ils retiennent la corde. Ça, c'était au Premier ministre de faire ce que le SGPR est en train de faire aujourd'hui. Merci à toi, Jean-Jacques, et beaucoup de courage à toi pour quitter l'équipe qui vous utilisez juste pour faire croire aux gens que vous êtes ensemble. Ah, d'accord. Ouais, bah, la suite là est beaucoup compliquée, Élise, après. pour moi, c'est... Bonsoir, Jean-Jacques, et bonsoir à ton panel. Je pense que la descente du SGPR sur le terrain est juste une communication politique. Il veut donner l'impression d'être avec le peuple, à l'écoute du peuple, et il commence par le problème le plus visible, la détérioration de la voirie. Calice Talom depuis Yaoundé, qui participe à un autre message. Bonsoir. Lorsque nous avons un jeune journaliste sur le plateau et qui est, ou je sais pas trop, bon, où est la réponse? Est-ce qu'on peut participer? À quel niveau, Franck, de Bokito? Je constate que les avocats aiment bien faire politique. C'est pas un avocat. Dans les cas, il a pleinement son droit d'être dans la politique. Bonsoir, grand soir. C'est que la dame raconte, en 50 ans d'indépendance, le courant vient, on applaudit. La carte d'identité vient, on applaudit. Honte au gouvernant. Emma Otu, de Tchetak, qui envoie ce message. Alors, la descente, la présence ces derniers temps du SGPR sur le terrain. Quelle lecture? Est-ce que ce n'est pas le pont que cherchait le chef de l'État pour être en contact avec les populations? Est-ce qu'il ne cherche pas quelqu'un de nouveau qui pourrait être crédible dans les comptes rendus? Vous savez, depuis que 2025 a pointé son nez, il y a la fertilité dans l'imagination. Ça fait que parfois des choses normales sont enfilochées dans des concepts très compliqués. Lorsque vous rentrez dans l'organigramme de 2011, la présidence de la République, il y a les attributions du SGPR. Bon, contrairement à ce que je m'appelais les gens par leur nom. Maître Zogo. Maître Zogo disait, le président de la République ne communique pas directement avec le Premier ministre conformément à l'organigramme de 2011. Le relais entre la présidence et les services du Premier ministre, c'est le SGPR qui s'adresse au secrétaire général du service du Premier ministre qui répercute. Donc voilà la liaison, parce que c'est ce que prévoient les tests. Et quand nous rentrons également dans les attributions du SGPR, on dit qu'il assiste le président dans l'accomplissement de ses missions. En même temps, il instruit les dossiers que lui confie le président de la République, notamment les hautes instructions dont parlait M. Assiga, et que d'autres ont voulu dévoyer, parce que dans cette volonté de dévoyer les hautes instructions, c'était dans l'optique pour certaines personnes de faire comprendre que le président de la République n'est plus là, qu'il n'agit plus, il ne fait plus rien. Parce que c'était strictement politique, ça n'avait rien à voir avec l'authenticité ou bien les prérogatives qui sont celles du SGPR. Nous revenons également sur l'une de ces attributions. Il veille à la réalisation des programmes d'action approuvés par le président de la République et impartis au chef de département ministériel. Pour le cas d'espèce, nous le voyons pour la boucle de la Léquier. Ça concerne les questions de route, dont les travaux, j'ai essayé de regarder, je ne veux pas, on dit 15% du taux d'avancement. Et quand on dit que juste derrière la présidence de la République, là, ça n'avance pas. Il est obligé d'envoyer le SGPR. Allez voir ça sur le terrain. Il est dans Allez, qui est juste derrière la présidence. Il est dans son rôle. Et quand vous voyez les 81 km, ça a l'air de rien, mais c'est beaucoup pour un département. Quand vous avez 31 milliards de francs CFA. Je vous en prie. Vous avez les le 81 km, on prend un coût de 31 milliards de francs CFA. Quand vous voyez justement
le département, j'étais à Foudoula. J'imagine si le goudron passe par là, avec le bassin agricole que constitue la Léké, vous savez ce que ça peut rapporter comme boost économique au niveau de la capitale même, ou bien même pour ces populations-là. Pour le cas des Yagoua... C'est-à-dire que le ministre des Travaux publics ne pouvait pas le faire. À un moment donné, quand on dit qu'il coordonne, ça pourrait ressembler à des aveux. Quand on dit qu'il coordonne les activités, les actions imparties... Et le Premier ministre fait quoi? Si ça entre dans ses attributions, M. Jean-Jacques Zé, vous présentez le grand soir parce que ça fait partie de vos attributions. Et il me souvient que parfois, quand vous n'êtes pas là, il y a quelqu'un qui le fait. On ne va pas dire pourquoi Jean-Jacques Zé n'est pas là. Le Premier ministre est là. Non, il a son rôle. Il a son rôle. Vous n'allez pas dire qu'il se ronge les doigts. Vous imaginez bien le PM assis et puis il voit la télé tous les soirs. On montre le SGPR. C'est qu'on a dit que monsieur, vraiment... Il ne sert à rien. En même temps, la présidente de la République a son organigramme. Oui. En même temps, le service du Premier ministre, la primature, a son organigramme. J'avais même suivi sur un plateau où on disait qu'on a tout fait pour effacer le Premier ministre, que c'est le SG le service du Premier ministre qui fait tout. Parce qu'ils ne savent pas que c'est le cerveau du service en question qui rend compte au Premier ministre. Les gens voyaient ça plutôt comme une façon de l'absorber. Mais c'est quand même assez gênant de voir le PM seulement aller saluer les chefs traditionnels. Mais quand il faut gérer une affaire aussi concrète que les routes... Donc vous ne regardez pas quand il représente les États à l'étranger. Ne faisons pas comme ça, on est au bar. Nous parlons de choses le bar est intéressant. Non, nous parlons de choses. On apprend beaucoup de choses. C'est justement comme ça qu'on parle là-bas. Parce que eux, quand ils voient Premier ministre, ils ne comprennent pas. Mais les dernières sorties du PM, mais maintenant, lorsque nous avons dans l'organigramme, nous comprenons que le SGPR est dans son rôle. Vraiment, il n'y a rien de nouveau. Pour le cas de Yagoua, que nous avons suivi avec beaucoup d'attention, nous qui avions, très jeunes, nous avions l'habitude de recevoir les responsables étant dans la politique. Nous nous souvenons quand le membre du comité central arrivait, nous ne voulions pas que ce soit le président de section qui porte notre parole, parce que nous avions autre chose à dire, peut-être. C'est ça la logique des ça fait que désaveux. Non, c'est pas le désaveu. Ça fait que à un moment donné, vous vous dites que le président de section va estimer que le problème que vous voulez poser, c'est un problème qu'il peut résoudre à son niveau. Or, vous attendez longtemps, ça n'arrive pas. Vous préférez poser le problème aux membres du comité central qui est là, en sachant qu'au moins celui-là va porter un autre message. Il n'y a plus confiance, les relais traditionnels. Même si c'est le président de la section qui doit résoudre, il partira avec la conscience qu'il y a ces problèmes et va donner les moyens conséquents au président de la section de résoudre ce problème. Et quand on me dit que non, on l'a arrêté, on a machin, il n'a pas été... Quand vous vous déplacez, heureusement que vous avez dit que ce n'est pas un homme politique, il n'est pas allé là-bas en politique, il est allé là-bas comme un émissaire du président de la République par rapport à quelque chose de précis, et il est allé en vol. Vous savez, les contraintes, bon, je ne vais pas dire, quand ils ont leurs problèmes de météo, il paraît qu'ils ont ceux qui volent dans les airs. Oui, ça peut concerner les programmes de vol. Oui, et tout. Non, mais madame, ça fait que les populations, eux, ils voulaient poser leurs problèmes. Et vous vous souvenez que lorsqu'il est revenu, les 48 heures qui suivaient, nous avons vu 2 correspondances qu'il avait adressées au Mendu et au ministre des Travaux publics en lui demandant, en répercutant les instructions du président de la République ou bien les comptes, les demandes des comptes. C'est pour ça qu'on interroge justement maintenant, quand il sort, mode de fonctionnement. Il va faire sa campagne, ou bien va faire... C'est pour ça qu'on interroge ce mode de fonctionnement. Il faut que le SGPR sorte du bureau. J'ai entendu la vidéo des échanges qu'il a eu dans la Léki avec les gens. Voilà, vous dites que ça ne marche pas, il faut bien me donner parce que je vais aller lui dire. Il a dit, la vidéo est en circulation. Ça montre que finalement il est le seul à avoir la confiance du chef de l'État. Étrangement que ça rejoint. Depuis 2018, est-ce que c'est 6 mois qui va donc? Est-ce que vous voyez que ça rejoint étrangement les problèmes de la carte nationale d'identité?
où vous dites que quand vous dites qu'on doit répercuter, par exemple, les messages qui vous arrivent là, parce que ceux-là n'ont pas la capacité de... Donc on est d'accord qu'il y a quelque chose qui est brisé quelque part. Quand et que le SGPR est désormais... quand le président, quand on n'agit pas, les gens disent que non, il ne dit rien. Quand quelqu'un essaie de faire, il le fait pourquoi? Finalement, dites-nous, on avance ou on recule. Alors, c'est le signe. On commence par le président. Monsieur Jean-Jacques. Monsieur Jean-Jacques. Mais vous êtes du septentrion. Ça veut dire que les gens veulent voir le président de leurs yeux. Vous ne voulez pas le voir. Nous, on n'a pas de problème. Si c'est le ministre d'État lui-même, il est là-bas, ça veut dire que c'est le chef de l'État même qui est là-bas. Monsieur Jean-Jacques. Donc ça vous va. Je vais vous dire quelque chose. Vous comprenez, non? Vous avez soutenu Paul Biya. Vous avez soutenu par le DPC. Je continue à lui soutenir. Paul Biya, mais vous ne le voyez pas. Monsieur Jean-Jacques. Oui. Je vais vous dire quelque chose. Le premier ministre là, il y a certains ministres là ne respectent pas le premier ministre. À la faute à qui? Moi je vous dis, parce que moi je vous dis. C'est donc la faute à qui? Je vais vous dire quelque chose qui est brisé quelque part. Je vais vous dire quelque chose, monsieur Jean-Jacques. Oui. J'ai un dossier, un projet. La présidence de la République envoie au primature. Ministre Séraphin Fouda, qu'il convoque 4 ministres, il convoque. Le secrétaire général de la présidence de la République. Oui. Il convoque 4 ministres, allons-y. Ministre Ebe ici, il convoque ministre Mbarga Tangana, il convoque monsieur Chimevuna, il convoque un de nos frères de ministres que je ne vais pas donner son nom. Je vous donne ceux qui ont assisté à la réunion. Vous comprenez? Et mon frère, mon propre frère, lui il n'est pas venu, il n'a même pas envoyé quelqu'un. Vous comprenez? On le convoque, il ne vient pas. Il n'est pas venu, il n'a même pas envoyé quelqu'un. Donc vous pensez que si moi je suis devant le ministre d'État, monsieur le ministre d'État Ngongo, qui a la signature, je me plains chez lui. Et aujourd'hui, il y a certaines choses, beaucoup même, quand on donne, on lui dit qu'aller faire, il ne fait pas. Il faut que lui-même qui doit aller sur le terrain. Moi, je vais aller. Pourquoi il ne sanctionne pas? Si les gens ne veulent pas écouter, donc c'est pour vous dire, comme l'équipe gouvernementale devrait fonctionner. Monsieur Jean-Jacques, pour faire quoi? Votre frère doit peut être là. Monsieur Jean-Jacques, monsieur Jean-Jacques, oui. Il joue son rôle. Si le PM, lui, il ne gronde pas, hein? Lui, il est là, il joue son rôle, il est jeune. Ces ministres, certains ministres qui se disent qu'ils sont de gonflats, ils sont arrivés là. Lui, il les met à leur place. S'ils les convoquent là, ils sont obligés d'aller là-bas. Non, il y a certains ministres gonflards là, que je connais. Vous comprenez? Même l'audience, si vous le demandez, il ne vous reçoit pas, votre projet arrive, il s'assoit sur ça. Donc moi, je me plains chez lui. Et c'est lui qui a la signature. Si le président n'est pas là, je me plains chez le ministre d'État, je lui dis que voilà. Et aujourd'hui, on est en train d'aller aux élections. Et si on parle aux élections, qu'est-ce qu'on doit faire? Les problèmes des routes, les populations ont les problèmes des routes. Le chef de l'État est en train de donner les hôpitaux, des références. Le il doit marcher partout. Il va aller partout. Il doit marcher partout dans toutes les 10 régions. Si les autres régions ne le revendiquent pas, nous on revendique qu'il vient chez nous. Donc ça c'est clair et net. Si d'autres régions voulaient aussi, ils revendiquent, ils partent chez eux. Mais nous maintenant, on a les problèmes de l'eau. Il faut que le chef d'État donne les hôpitaux, les références. Il faut donner l'eau de qualité. Il n'y a plus que 2 personnes, le président et le SGPR. Le reste là. J'ai dit, hein, monsieur Jean-Jacques, je suis un homme de terrain. Quand je parle là, je suis en direct. Vous comprenez? Non? Le reste là. On a fait le tour partout là. Ils ont fait quoi? Donc si moi je vais là où quelqu'un qui peut faire, je pars là-bas. D'accord. Bonsoir Jean-Jacques. Que fait le Premier ministre? Franchement, je ne comprends rien. Ce n'est qu'au Cameroun, à ma connaissance, de voir un secrétaire général, la présidence ministre d'État, avoir plus de pouvoir que le Premier ministre. Roger depuis Yaoundé, qui s'interroge. Bonsoir Jean-Jacques. Ce que le SGPR fait sur le terrain, c'est du saupoudrage. Paul Biya fuit le peuple parce qu'il sait que son bilan est très mauvais. Il craint la colère du peuple. Clotaire depuis Jouvence, ici à Yaoundé, qui dit que le président lui-même ne veut pas descendre sur le terrain pour défendre son bilan. Bonsoir Jean-Jacques. Que cette dame du RDPC là nous excuse un peu partout là où elle passe sur les plateaux. Elle est toujours en train de défendre le régime en place. Et voilà, on fait commander ça. C'est pour cela qu'on l'invite aussi. Elle vient encore défendre qui c'est le comité central m'envoie au nom du RDPC. Tonière de Nkolbisson. Elle est en mission. Voilà. Mais est-ce qu'il y a 2 chemins pour dire que le SGPR est en campagne pour le compte du RDPC?
et c'est pour lui c'est même vous le dites. et non pour le président actuel, que c'est pour lui-même que le SGPR est sur le terrain. Bonsoir Jean Axé, ainsi qu'à tout ton panel. La communicante du RDPC est une dogmatique. Elle ne répond jamais aux préoccupations. La présence du SGPR sur le terrain est une preuve par mille que les hautes instructions étaient authentiques et qu'il doit évaluer les résultats de ces instructions et rendre compte au président de la République, Jean Akak, qui dit que maintenant là, on n'est plus aux instructions, il faut aller sur le terrain. Bonsoir, la présence du SGPR sur le terrain n'est pas anodine et ça cache un malaise et même un jeu trouble du chef de l'État. C'est lui qui décide, non. Il joue encore contre qui dans cette affaire de jeu trouble-là. Alors, bonsoir Jean-Jacques, le SGPR est en train de faire un sondage de l'opinion, essayer d'évaluer et de renforcer le capital de sympathie qui lui serait nécessaire au cas où il est vrai que la délégation de signature qu'il a reçue le fonde à aller sur le terrain en lieu et place du président de la République, mais cela sert juste de prétexte. Martin de Nkwabon, qui pense que c'est juste un prétexte et que le gars peut être en train de jouer en solo dans cette affaire, on se comprend. Bonsoir Jacques Zé, salut au panel entier. Quand on a passé le mandat à être inactif, il faut bien s'accrocher à quelque chose pour justifier son bilan. Vicky Biwele, pour sa participation, bonsoir. Quelle est la définition du poste de SGPR selon la constitution du Cameroun? Que dit également la même constitution du Cameroun du poste de Premier ministre? Guy Rollin Noumsi depuis Douala qui nous renvoie ces questions. Bonsoir à tous. Le panel, le RDPC doit partir de ce pays. C'est Aminou depuis le rond-point Loncac qui dit que c'est l'heure du chassement du RDPC comme ça. Il y a ses soutiens ici. Je suis Sylvestre. La dame qui dit que le SGPR est dans son rôle après avoir sauté le maillon PM. Qui doit suivre ses ministres? J'imagine bien mon délégué en train de venir me suivre au nez et à la barbe de mon chef qui serait tranquillement assis sur sa véranda en train de nous regarder. C'est le signe que de graves choses se préparent. En attendant, on n'a ni eau ni électricité dans la Léquier. Sylvestre, le SGP a dit que la Léquier est très importante au cœur du chef de l'État. Alors, est-ce tout ce qui se passe aujourd'hui, le président a parlé des ministres qui n'écoutent personne, qui ne viennent même pas aux convocations, la population qui ne fait plus confiance à certains relais, on est obligé d'aller demander au SGP de laisser un peu son bureau et d'aller sur le terrain. C'est quand même qu'il y a des choses qui seraient brisées quelque part. Tout à l'heure, lorsque je disais que le système en place est là depuis 1957 et il n'a pas changé. Il s'est juste adapté aux mutations géopolitiques mondiales et nous sommes passés d'une première tête de poule à une deuxième. Madame n'a pas vu en cela quelque chose de difficilement discutable. Parce que la réalité, c'est ça. Généralement, il y a des choses que quand on sait que c'est vrai, on peut essayer de faire des tours de précision intellectuelle pour vous dire que ce n'est pas vraiment, c'est tout ce que c'est vrai. C'est le même système. Et c'est le système qui a un problème. Parce que tout ce que vous dites là, moi, dans la constitution du Cameroun que j'ai parcouru avant d'arriver ici, je n'ai pas vu le secrétaire général de la présidence de la République. J'ai vu le président de la République, j'ai vu le Premier ministre. Je vois l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Je vois le Conseil constitutionnel. Mais je ne vois nulle part le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Donc, à un moment donné, le fait que le président dise qu'il y ait des ministres, il existerait des ministres qui ne sont pas, qui ne jouent pas franc jeu dans la collaboration gouvernementale, mais ça pose la question de savoir pourquoi sont-ils là. C'est plat, à un moment donné, lorsque vous habituez un enfant à quelque chose qui n'est pas bien, il finit par croire que cette chose, c'est ça la norme. Et c'est ça le problème au Cameroun. C'est-à-dire que on a tellement... Je rappelle toujours aux gens que la conscience collective se construit. Au bout de 42 ans, il y a un type de Camerounais qu'on a construit. C'est-à-dire on a amené les gens à applaudir parce qu'on leur donne une carte nationale d'identité. À applaudir parce qu'après 3 ou 4 chantiers ratés, on finit par vous bricoler une route, vous applaudissez. On réussit à applaudir lorsqu'on réussit à avoir quelques gouttes d'eau, même pas très potable, qui sortent du robinet. Donc, c'est ça le problème, c'est qu'on a construit dans la tête des gens que vous pouvez beau avoir... Il n'y a rien que vous avez... Vous méritez 10 sur 20, par exemple, parce que le potentiel permet d'arriver à 20. Mais vous méritez, au regard de ce qui est disponible, d'avoir 10. On vous maintient au niveau de 2 pendant suffisamment longtemps
pour que vous finissiez par verser dans le fatalisme, ce qu'on a tenté d'appeler la résilience, qui est en fait de la résignation. Et puis le jour où on vous sort 4, on est toujours très loin de 10, mais le jour où on vous sort 4, vous avez l'impression qu'on vient de vous sortir de quelque chose d'extraordinaire, vous sortez de l'ornière. Résultat, quelque chose qui n'est pas normal. Un esprit très éveillé a dit que nous sommes dans le règne de l'écartement des normes et de la normalisation des écarts. Quand on a normalisé les écarts, le jour où on donne l'impression de vouloir faire un peu suivant la norme, les gens croient que quelque chose d'extraordinaire vient d'être fait. C'est ça le problème. C'est ce que j'appelle l'escroquerie politique. C'est-à-dire qu'on vous vend un truc, mais on vous donne autre chose. Et quand on vous donne ce autre chose, on vous donne l'impression que c'est autre chose. C'est ça qui est la norme. Alors ce qu'on vous a vendu, c'est ce qui était supposé être la norme. Ce n'est pas le secrétaire général de la présidence de la République qui doit aller sur le terrain, flanqué d'un ministre, pour aller voir si la route de la boucle de la Ligue a été construite. Je suis désolé. Un ministre qui accompagne... Un ministre qui en réalité a un budget, une feuille de route et est censé s'assurer que c'est fait. Donc, il ne faut pas qu'on essaye de nous bluffer. Dans la Constitution, et je disais encore ici sur votre plateau que j'appelle les populations camerounaises à tomber amoureuses de la lecture. Les Camerounais ne lisent pas. Si les Camerounais lisaient la Constitution, ils verraient tout de suite l'esbrouf politique. Le SGPN n'est pas prévu là-dedans. C'est le Premier ministre. On peut essayer de jongler avec les organigrammes. Un peu comme je disais sur un autre plateau que l'escroquerie politique repose également sur l'entretien des conflits de loi. C'est une des spécialités camerounaises. J'en ai des exemples à foison. C'est-à-dire qu'on arrange à ce que des lois, on vote une loi, et puis moi j'ai vu dans ce pays une circulaire surpasser une loi. Une circulaire surpasser une loi. Donc, on crée des conflits de loi, comme ça on vous dit non, il y a l'organigramme de la primature qui dit ceci, l'organigramme de la présidence qui dit ceci, mais en temps vous avez la loi suprême qui vous dit autre chose. Mais on applique l'organigramme qui est un décret. Donc c'est ça le problème. Et maintenant, il faut que les choses soient claires. Ce n'est pas, comme madame disait tout à l'heure, qu'à la veille des présidences, des élections, des échéances électorales, il y a une sorte de fertilité. Non, il ne faut pas prendre les Camerounais pour des cons. Il ne faut pas être sorti d'Harvard, de Yale, de Cambridge, ou de Yaoundé 2 ou de Yaoundé 1 pour savoir que la campagne électorale du côté du RDPC a commencé depuis. Et maintenant, comme on leur reproche toujours, ils utilisent les moyens de l'État. Parce que nous aussi, on aimerait bien aller au nord en hélicoptère, aller expliquer aux populations du nord que voilà, on vous a promis ceci de 1982 à 2025, vous n'avez pas eu ça, ce n'est pas en 3 mois ou 4 mois qu'on pourra vous... Mais nous, on n'a pas les hélicoptères. On n'a pas les avions. Mais c'est les moyens de l'État. C'est les moyens de l'État. Et c'est ça la difficulté. Il va pas me servir pour aller à Doumentan. C'est ça la difficulté, Jean-Jacques Zé. C'est que le 6 novembre, faites une observation le 6 novembre. Lorsque c'est l'anniversaire du RDPC. Oui, ça, est-ce que vous voyez les moyens de l'État qui sont déployés pour fêter l'anniversaire d'un parti politique? D'accord. Donc, il faut pas, à un moment donné qu'on arrête de faire comme si c'est là, nous le voyons. Mais maintenant, moi, ce que je reviens pour sortir de cette prise de parole, c'est que je continue à dire aux populations que il faut que, après l'écartement des normes et la normalisation des écarts, on revienne à la normalisation des normes. C'est-à-dire qu'à la veille d'une élection, comme celle-ci, l'élection présidentielle, il n'y a que 2 choses qui doivent intéresser les Camerounais. Le bilan du candidat, président sortant et aspirant à renouveler son mandat, et les offres politiques concurrentes que nous autres, nous avons posées sur la table. C'est tout. Le reste, c'est de la jactance. D'accord. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Quelle autorité pourrait avoir le PM face aux membres du gouvernement quand c'est le SGPR qui donne les instructions au ministre, débloque les fonds, parraine les agents de l'État au poste de responsabilité, tout ceci avec la bénédiction des hautes instructions du président de la République, Jean-Paul Depuis-Nanga et Boko. Ah, ça vient de Nancy, comme ça qu'on appelle affectueusement Nanga et Boko. Bonsoir à tous. La posture du Premier ministre dans ce gouvernement est normale, étant donné qu'il n'est pas associé au choix des autres ministres comme cela se fait ailleurs. Un Premier ministre devrait participer à la formation d'un gouvernement. Nicolas Arnold depuis Kribi, qui nous rappelle que le PM est nommé le même jour, pratiquement à la même minute. Oui. Bonsoir Jean-Jacques, dites à Madame Fadimatou qu'elle n'est pas convaincante. C'est pour ça. Qu'elle titube, c'est pour ça qu'elle titube trop. Tu ne peux pas me dire qu'un seul monsieur
lui, il peut faire ce que ni le chef de l'État, ni le PM ne peuvent faire. On organise l'anniversaire du PR, c'est lui qui est là. Les jeunes disent payer la caution, c'est toujours lui qui va rendre compte. À quel moment on voit celui qu'on a élu, que Superman laisse le PM jouer son rôle, Patrick depuis Yaoundé, les Superman alors, le SGP est devenu Superman, qui a, le Carrefour était pourri, Emma Otou, des taxés, c'est le quartier, il y avait un délégué de gouvernement qui était là-bas, il disait que quand il veut casser, il commence d'abord là-bas du côté des Tétac. Bonsoir, Monsieur Zogo, dit ce qui est. Quand vous lisez le préambule de cette constitution, vous constatez qu'il n'y a même pas le terme Cameroun une seule fois. C'est pas la constitution du Cameroun. Bonne soirée, Monsieur Ngolo Vundi Vincent Adouala. Ah bon? On dit donc quoi là-bas? Si ce n'est pas le terme Cameroun qui est. C'est normal que le SGPR soit sur le terrain car ce dernier doit se faire un fan club comme tous les autres membres du système en place qui est le fan club. Bonsoir, gesticulation institutionnelle. On attend toujours la dernière année pour séduire l'électorat. Il y a tellement eu de problèmes en 7 ans, inondations, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est à l'année électorale qu'on fait un simulacre d'intérêt pour le peuple. Voilà à quoi est réduit le Cameroun. Ça fait pitié. Quand on ne peut plus, on laisse. C'est ça, être patriote et non s'éterniser à tout prix victorien. Est-ce qu'on n'est pas là en train de vivre une stratégie politique qu'est en train de mettre en place le président Biya et ses équipes? Mais bien sûr, Jean-Jacques. Nous sommes là à la veille d'une élection et naturellement, le parti au pouvoir va mettre tout en œuvre pour pouvoir s'accaparer le maximum d'électorat possible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le peuple camerounais, quand on a essayé de l'étudier, on se rend bien compte que le peuple camerounais en a un peu marre. Le peuple camerounais veut voir celui qu'il a élu. Qu'on le veuille ou non, le peuple camerounais veut voir celui-là qu'il a élu. On passe le temps peut-être à dire au président de la République que le peuple camerounais le déteste et autres. Et c'est pourquoi il doit s'éloigner. Mais tu dis qu'on doit insister que ça c'est périphérique. Qu'on parle des bilans. Il faut, le problème, nous ne sommes pas là au niveau, à l'heure actuelle, au niveau de la présentation des offres politiques des uns et des autres. Nous sommes en train d'analyser une situation qui, naturellement, concerne le RDPC, avec ses ministres. Donc c'est pourquoi j'ai dit, à ce qui concerne le pouvoir en place maintenant, vous vous souvenez, en 2008, lors des émeutes de la faim, il a suffi que le président de la République prenne la parole une seule fois. Quelques minutes. Quelques minutes. Sans dire bonsoir. Pour qu'on retrouve la calmie que nous avions eue. Alors, pourquoi le peuple crie tant qu'ils veulent l'entendre? Ce n'est pas un discours préparé. Ils ne veulent pas les discours classiques de 2 fois l'année là. Non, pas des discours là. Ils veulent le voir. Ils veulent au moins le voir. Pourquoi ils passent autant à l'entourer comme il l'entoure là? Mais le président a dit tout à l'heure qu'il pas de problème. À l'époque, il passait parfois ici, il sortait au moins sa main. Aujourd'hui, il ne sort même plus la main pour saluer ceux-là même qui l'ont élu. On passe autant à l'entourer. Qui veut le tuer? Personne. Les Camerounais aiment leur président. Mais quand il passe le temps à l'eau confiner... C'est maintenant qu'il va changer de méthode. Malheureusement... Ça fait 42 ans. C'est donc justement... On a voulu le voir. Il répond donc en disant que je ne saurais changer de méthode aujourd'hui. Maintenant, oui. J'ai été celui-là qui ne communique pas. J'ai été celui-là qui communique par personne interposée. Alors, pour vous montrer que j'ai écouté vos pleurs et vos doléances, je vais changer des facilitateurs, de ceux-là, des intermédiaires. Parce que vous vous plaignez tant. Je crois qu'ils sont à plus de 7 ans aujourd'hui, le gouvernement en place, qu'il n'y ait pas eu de remaniement ministériel. Est-ce qu'il n'y a pas de pleurs? Est-ce qu'il n'y a pas les décédés dans ce gouvernement? Est-ce qu'il y a des postes vacants? Mais est-ce qu'il vous écoute? Est-ce qu'il est même au courant de tout le reste là? Non. Il se trouve tout simplement qu'il exploite une stratégie où il utilise, pour ceux qui jouent au poker savent ce qu'on appelle le joker. Il est en train d'abattre. Ça veut dire qu'il a déjà un deuxième joker. Le premier, c'était qui? La première dame.
Parce que lorsqu'on sort du 8 mars, Oui. On se rend compte que c'est un joker. Également la première dame, vous l'avez vu, la mobilisation. La mobilisation, Oui. C'est donc, on peut donc comprendre que dans ce jeu de cartes, Oui. Il se trouve que l'un des joueurs se retrouve avec 2 jokers. Or, chaque joueur doit avoir un seul joker. Et là, il est en train de dribbler effectivement ceux qui sont sur la même table que lui, qui sont en train de jouer au poker. On est en politique, c'est des astuces. Exactement. Et il les utilise donc à bon escient. À l'heure actuelle, c'est le joker du SGPR qu'il est en train de balancer dehors pour effectivement voir quelle est la réaction, quelle est la riposte. Et en réalité, si la riposte était proportionnelle, comme les populations le font avec les autres, ils allaient changer. Mais il se trouve que, quand vous prenez le cas de l'extrême nord, les gens adoubent plutôt ce joker qui est lancé sur le terrain et ils l'applaudissent. Donc c'est un jeu politique en réalité sur lequel nous sommes en train de... Ce n'est pas parce qu'on veut à tout prix gérer le corridor... la boucle, la Léquier. Non, oublions ça. Ce projet a été lancé depuis quand? 2022. Voilà, depuis 2022. Et c'est à 15%. Et c'est à 3 ans plus tard qu'on balance, qu'on envoie quelqu'un pour vérifier. Non, il ne s'agit pas de ça. Mais il faut trouver des stratégies pour atteindre les populations en prenant un projet qui a été lancé depuis fort longtemps. Tout à l'heure, on ira vers Douala en prenant l'autoroute de Douala. Et ça sera effectivement le projet qu'on va présenter aux populations. Alors qu'en réalité, il n'en est rien. Il faut également investiguer de ce côté, essayer de rapprocher les populations de ce côté pour essayer de retrouver leur alors on est dans un jeu de grosse stratégie politique où chacun utilise son pion. Oui, madame, je vous introduis en passant par ce message qui vient de Ferrara en Italie. Bonsoir Jean-Jacques Zé, ton panel s'il vous plaît. Il faut du fake-checking. Le RDPC est spécialiste en mensonges. La CNI reste à 10 ans et non 15. Ceux qui ont les récépissés doivent tout recommencer. En plus de 6 ans, le président de la République a été vu ou entendu moins de 2 mois et il veut un autre septennat pour être absent et laisser la gouvernance à quelqu'un qui n'a pas été élu. Vous connaissez le SGPR de la France, comme Natacha, il parle de vous, aime bien prendre pour exemple la France. Est-ce que vous connaissez le SGPR du côté de la France? D'abord, de Ferrara. Je voudrais lui dire vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Il y en a qui ont regardé la France, c'était en 2017, non? Ils se sont décrétés être quelque chose de la France. Aujourd'hui, ça va dans tous les sens. Ils n'osent même plus se présenter comme si quelque chose de la France. Nous sommes au Cameroun et nous sommes Camerounais. Et tout à l'heure, j'ai suivi M. Zoro qui disait que la Constitution ne mentionne nulle part le SJPR et qu'on aime inventer des choses organigrammes. Je voudrais dire que la Constitution, il ne suffit pas de le lire en diagonale. Il faut parfois la lire de manière linéaire pour comprendre que au titre de la Constitution, chapitre 1 du président de la République, article 8, alinéa 8, on dit que le président, je préfère lire, exerce le pouvoir réglementaire. Il organise, ça c'est l'article 9, l'alinéa 9, 8, alinéa 9. Il exerce le président de la République saisit, article 4, non, je vous en prie. Il dit article 8, alinéa 8, c'est ce que vous avez dit. Le président de la République, je vous en prie. Non, vous allez vous retrouver, on vous consacre 1 minute de recherche. D'accord, il exerce le droit de grâce, il exerce le pouvoir réglementaire, il crée et organise les services publics de l'État. Il met soit les organigrammes à travers le décret, par exemple du 9 décembre 2011, il est dans ses prérogatives, il est dans son rôle. Ceux qui aspirent à gérer ces pays, surtout que c'est le rêve, il n'y a rien de plus démocratique que le rêve. Si je veux, je dors aujourd'hui, je me vois tout dit. C'est quand je vais me réveiller que je comprendrai que ce n'était comme un rêve, comme un Kao manga de Woods.
Le président de la République dirige par ordonnance et par décret. On ne peut pas mettre un organigramme de côté, que ce soit l'organigramme du service du Premier ministre, qui confère un rôle central au secrétaire général, qui agit sous l'autorité du Premier ministre, et l'organigramme de la présidente de la République, qui confère également un rôle au SGPR. Il faudrait que l'on fasse très attention. C'est vrai que les gens, dans leur ambition, bon, c'est vrai qu'on nous a annoncé qu'on a créé l'école des cadres. Je ne sais pas quand est-ce qu'on a créé l'école des cadres. L'UPA a créé l'école des cadres de l'UPA. Ça a été créé l'école des cadres du RDPC. Et comme moi qui ne pars jamais à l'école. Ça, c'est votre problème, c'est votre droit. Donc pour nous, l'école des cadres, c'est quelque chose. On va sortir l'émission malheureusement. Donc le SGPR est dans son rôle. Ceux qui y voient de la manœuvre politique, dites-vous que j'ai l'habitude d'appeler mon président le Sphinx. Et ça n'existe pas dans la Constitution, mais si c'est le Sphinx, c'est le patron de la politique, il a l'art de la politique. Donc quand vous voulez, vous aspirez à diriger ce pays, d'accord que il faut vous c'est un joker que vient de sortir le Sphinx. Ceux-là qui s'invitent aujourd'hui à la politique s'inscrivent au moins à l'école du Sphinx pour apprendre à faire la politique, pour apprendre aussi à bien lire la Constitution et ne pas lire seulement ce qu'on veut. D'accord, on va sortir l'émission. 15 secondes, on va laisser passer. Non, allez-y. On vous donne 15 secondes. Première chose, je veux bien que madame fasse dans le dénigrement. C'est son droit. Mais il ne faut pas que non plus elle passe comme si elle avait en face d'elle le même jeu, hein. Des gens qui ne savent pas lire la Constitution du Cameroun. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. La Constitution du Cameroun n'a pas dit que le gouvernement, l'action gouvernementale est coordonnée par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Personne ne l'a dit. On ne l'a pas dit. Quant à ce qu'elle a dit, l'article qu'elle a lu, le fait que le président de la République organise les services, crée et organise les services de l'État, ne signifie pas que... C'est pas décret. Ne signifie pas ordonnance. Il n'est pas dans son rôle. Vous êtes tout à l'heure quand vous coupez. Allez-y, on est en train de sortir l'émission. Oui. La Constitution ne dispose pas que c'est le Premier ministre, c'est le secrétaire général de la présidence de la République qui doit faire ce qu'il est en train de faire et non le Premier ministre. C'est ce que j'ai dit. Et l'article qu'elle a lu, je m'attendais à ce que l'article donne vienne me démentir. Ça n'a pas été. On a compris l'essentiel. Le président organise les services. Et quand on l'organisation des services, s'il veut, il met pas que la circulaire, ça ne met pas la circulaire dans la hiérarchie des normes juridiques au-dessus de la Constitution. C'est un décret. Mais le décret n'est pas au-dessus de la Constitution, madame. Elle peut organiser les services. Oui, mais c'est pas un décret n'est pas au-dessus. Un décret n'est pas au-dessus de la Constitution dans la hiérarchie des normes. Personne n'a dit cela. Voilà. Mais dans la même Constitution, ne prenez pas on a dit l'essentiel. Il crée et organise les services. C'est écrit également dans la même Constitution que tout le monde a lu. Merci pour cet apport qui s'inspire de la Constitution. On se calme. Nous sommes retrouver votre calme. Voilà. La condescendance, nous aspects. Nous sommes en plein carême. Et puis on est en plein carême. On est en plein carême. Toi, tu n'as même pas il a cassé Ousmane m'a donné. Ah, j'ai compris pourquoi vous avez tourné le dos tout à l'heure. Merci d'être venu, madame. Merci d'être venu. Merci à vous d'avoir regardé à la maison. On a rendez-vous demain encore pour une autre édition de Grand Soir. Très bonne soirée à tous. Merci.